Bien, bonjour à tous. On va reprendre cette journée organisée par le Monde Nouveau. Donc, on va parler de l'actualité ou des actualités de la prévention, donc notamment de la prévention primaire au niveau des cancers en France. Donc, je vais commencer par faire une présentation sur, justement, on a beaucoup parlé ce matin du fait que voilà, on connaît bien les facteurs de risque et qu'il faut arriver à changer les choses, mais c'est pas si simple que ça. Donc, je vais aborder comment on peut faire pour faire adopter des comportements favorables pour sa santé. On accueillera également Cyril Delpierre qui nous parlera des inégalités sociales, et on en a aussi parlé ce matin. Voilà ce qu'on a dit, c'était plus compliqué aussi pour les personnes qui sont un peu plus défavorisées socialement. Donc il nous fera aussi une présentation sur comment on peut ne pas augmenter ces inégalités sociales de santé. Mathieu Gourland qui nous parlera d'un programme de promotion de l'activité physique qui s'appelle le Grand Défi Vivez Bouger. Les Montpelliérains, je pense, connaissent bien, et c'est un programme qu'on développe à Épidore maintenant depuis plus de 10 ans. Voilà, il fera finalement une illustration de ce que je vais exposer d'une façon un peu plus générale. Et Alexandre Kobigo de l'INCa qui nous parlera de comment on peut déployer les actions, et on a un petit peu fini là-dessus en fin de matinée. Justement, il y a des actions qui quand même fonctionnent. Alors, je suis d'accord avec Marc Ichou, on ne va pas être pessimiste, il y a des choses qui marchent aussi, mais comment on fait pour passer à plus grande échelle? Et voilà, on discutera aussi de tous ces enjeux autour de la transférabilité des actions de prévention et comment on fait concrètement. Donc je vais commencer. Oui, je veux bien avoir ma petite présentation. Alors je suis censée me modérer en même temps que je parle, donc ça va être dur. D'accord, ok, merci. Mais je vous fais confiance, Cyril, Mathieu ou Alexandre, pour me dire stop, c'est trop. Donc, je veux bien voir mon diaporama. Ah, il faut que j'appuie ? D'accord, j'appuie sur la flèche du haut. Ah oui, d'accord, j'ai des petites animations. Ah oui, non, ça ne me fait pas exactement ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. C'était pas exactement ce que j'avais mis comme diapo de titre. Donc, je suis professeure en psychologie de la santé à l'université Paul Valéry Montpellier 3, et je suis donc directrice scientifique d'Épidore. Donc, Épidore est le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier. Et ça fait un peu plus de 32 ans maintenant que ce centre existe, mais je vous en reparlerai. Donc là, on va s'intéresser aux comportements de santé et pourquoi c'est si important, ces comportements pour la santé. On en a déjà eu des exposés évidemment très brillants ce matin avec Béatrice et Bernard au niveau du rôle de l'alimentation, des facteurs environnementaux, etc. Mais de façon plus large, alors, ils ont fait un petit focus évidemment sur le cancer. Mais si on prend globalement les comportements de santé, donc ce qu'on appelle les comportements de santé, ce sont des comportements qui vont avoir un effet sur la santé des personnes, donc que ce soit fumer, consommer de l'alcool, manger de façon déséquilibrée ou avec des aliments ultra transformés, on en a parlé. Le manque d'activité physique ou l'antisédentarité serait responsable de plus de 75% des décès. Donc on voit qu'effectivement, c'est particulièrement important. Évidemment, au niveau du cancer, j'ai repris la diapositive qu'on a vue aussi ce matin. On le sait, à peu près 40% des cancers qui sont donc liés à des facteurs sur lesquels on peut agir. Donc, aussi bien le facteur numéro 1, c'est bien sûr la consommation de tabac. Puis ensuite, on va avoir la consommation d'alcool, le fait de manger déséquilibré, qui est aussi en lien avec le surpoids. Certaines infections comme le papillomavirus, là aussi, on en a parlé ce matin, des expositions professionnels, le soleil, on est à Montpellier, on sait aussi que le soleil, malheureusement, si on s'expose de façon abusive, peut créer des cancers. Et puis, le manque d'activité physique. Et c'est vrai que tout ce qui est particules fines et les aspects vraiment liés à la pollution, vous le voyez, ça arrive plutôt en fin. Ça arrive plutôt en fin parce que, comme on l'a expliqué ce matin, il faut en fait du temps aussi pour que le cancer se développe. Et puis, on manque parfois aussi un peu de données. Donc, les polluants de maintenant, on aura les cancers dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc, c'est ce qui explique aussi que c'est certainement un petit peu sous-estimé. Je parle sous le contrôle de Béatrice, mais c'est un petit peu sous-estimé, effectivement, le poids voilà, qui est lié notamment à la pollution de l'air. Bon, voilà, ça, on le sait. Il y a beaucoup de données, et puis vous avez eu des exposés ce matin là-dessus. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire comment la population est informée. Est-ce qu'effectivement, elle connaît ces facteurs de risque? Donc, je m'appuie là sur une enquête qui est faite de façon régulière, qui s'appelle le
baromètre cancer, et c'est un outil qui vise à analyser les perceptions que les Français, qu'est-ce qu'ils perçoivent finalement du cancer, des facteurs de risque, etc. Vous voyez qu'il y a eu différentes vagues au niveau de ces enquêtes, donc en 2005, en 2010, en 2015, en 2021, qui ont été successivement faites par l'INPES, par Santé publique France, puis qui a été repris notamment sur le volet cancer par l'INCa. Et l'objectif, vraiment, c'est d'analyser ces perceptions, donc comment ça évolue. Ça permet aussi d'avoir une mesure à un temps T, d'analyser aussi les évolutions, puisque c'est les mêmes questions qui sont posées au fil du temps. Donc là aussi, c'est intéressant de voir comment ça évolue. Et puis, ça permet aussi de documenter les inégalités, les différences. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau donc, de ces représentations, de ces perceptions des facteurs de risque? On voit globalement, la population est quand même la population générale est plutôt bien informée, puisqu'on voit que quand on leur demande de classer les 3 principales causes de cancer, on a effectivement les facteurs liés au mode de vie qui ressortent en premier. Donc effectivement, les gens, c'est vraiment ce qu'ils citent de façon spontanée. Les facteurs liés à l'environnement. Donc, effectivement, là aussi, mais de façon moins importante, mais c'est quelque chose qui est bien connu et en tout cas cité par la population. Puis ensuite, les prédispositions individuelles, les facteurs psychosociaux, donc tout ce qui est stress, etc., qui va ressortir, les facteurs de risque non contrôlables et le manque de prévention et de vigilance. Mais en tout cas, les facteurs de risque qui sont liés à notre mode de vie, à nos comportements, c'est effectivement quelque chose qui est bien identifié. Et si on regarde de façon un petit peu plus approfondie, on a effectivement 67,7% des personnes qui disent qu'elles sont bien informées sur le cancer. Et donc ça, c'est les chiffres qu'on avait en 2021. On a aussi donc des personnes qui se sentent mieux informées sur les pesticides. Donc là, on est à 53,4% et c'est plus 19,5 points par rapport aux années précédentes, notamment par rapport à 2010. Et par rapport à 2015, on a 51,8% de la population qui se sent aussi mieux informée sur la pollution de l'air. Donc voilà, on n'est pas encore évidemment au maximum, mais on voit bien qu'on a en fait beaucoup de personnes qui se sentent bien informées. Et alors, il y a des petites différences, bien sûr, en fonction de l'âge. Je ne sais pas si le pointeur marche, je ne vais peut-être pas essayer. On voit qu'entre 2015 et 2021, globalement, donc si je fais un focus sur le tabac et si on regarde les risques perçus de cancer sur le fait que, est-ce que le fait de fumer augmente ou pas les risques de cancer, on voit que globalement, la population, même si on peut se dire qu'on s'attendrait presque à 100%, mais on n'a pas quand même 100%, on est plutôt autour de 84, 85%. On voit que plus on interroge des personnes âgées, moins elles pensent que le fait de fumer a un impact sur le cancer. Alors, c'est pas certainement que ce sont des personnes aussi qui ont fumé, et donc on a un peu tendance aussi à minimiser ces risques lorsqu'on adopte ce type de comportement. Et ce qui est plutôt rassurant, c'est que les plus jeunes, par contre, ont bien conscience du risque. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que globalement, la population est quand même se sent bien informée, et bien informée notamment sur le facteur numéro 1 qui est le tabac. On n'aurait pas les mêmes chiffres sur l'alcool, on est d'accord, mais voilà, là j'ai vraiment ciblé sur le tabac. J'avais des petites animations, mais je vois que ces animations n'apparaissent pas du tout au niveau du diaporama. Donc, tant pis, mais je ne voulais pas forcément qu'il y ait déjà le bandeau qui s'affiche au milieu. Juste, du coup, par rapport au premier graphique, c'est donc la prévalence de tabagisme quotidien, c'est-à-dire les gens qui fument tous les jours. Donc, chez les 18-75 ans, on voit que la population, elle a dit quoi ? Elle a dit, oui, je suis bien informée, je connais les risques, je sais que le fait de fumer, ça peut provoquer des cancers. Et on a encore plus d'un quart de la population en France qui fume tous les jours. Alors on voit que ça reste quand même assez stable. Évidemment, ça a baissé un petit peu. On était chez les hommes, par exemple, à 33,7% en 2000. On voit qu'on est à l'heure actuelle à 29,1%, donc un petit peu mieux, mais enfin c'est pas non plus fantastique. On a toujours une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes quand même continuent à moins fumer que les hommes. Et l'autre graphique, mais je pense que Cyril va le montrer également, donc c'est pas très grave s'il est un
peu caché. L'autre graphique montrait que c'est en fonction du revenu mensuel, hein, si on regarde effectivement ce que déclarent les gens en termes de revenus, et on regarde s'ils fument ou pas de façon quotidienne. Le premier tercile, ce sont donc les personnes qui ont les revenus les plus faibles, et ce sont, vous le voyez, les personnes qui vont effectivement fumer le plus au niveau quotidien. Et ce qui était intéressant dans le graphique, c'est qu'on n'avait quasiment pas de différence dans les années 2000 en fonction de ces revenus mensuels. Et on voit qu'en fait, toutes les actions qui ont été faites, et il y a eu un plan vraiment de réduction du tabagisme en France assez important, ça a surtout marché sur les personnes qui avaient les revenus les plus élevés. Et pour les revenus les plus faibles, vous voyez que c'est resté encore quand même assez élevé. Et donc, on a un peu creusé les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire, on a creusé les écarts entre les personnes qui avaient les revenus faibles et les revenus élevés. Donc, c'est vrai que lorsqu'on va développer des actions de prévention, il va falloir aussi s'interroger sur la façon dont on va faire passer ces messages, puisque vous le voyez, on peut avoir des effets qui ne sont pas forcément les mêmes chez tout le monde. Alors pourquoi finalement on a aussi ces effets-là, hein, c'est-à-dire que ça marche surtout pour les gens qui sont les plus éduqués, qui ont les revenus mensuels les plus élevés. Finalement la prévention est pendant longtemps partie du postulat que on allait s'adresser à un homme idéal. C'est quoi un homme idéal? Alors là je fais référence aux travaux de Patrice Pinel qui avait notamment analysé les campagnes de prévention faites par la Ligue nationale contre le cancer. Et qu'est-ce que les travaux de Patrice Pinel disent? Ils disent finalement la prévention va s'adresser à un homme idéal qui comprend tout. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de médecins qui ont aussi fait des messages de prévention et qui vont avoir un vocabulaire quand même assez soutenu, des mots un petit peu compliqués et qui ne vont pas forcément être compris par tout le monde. Et en tout cas, pour les personnes qui faisaient de la prévention, il suffisait finalement de leur expliquer que c'était des facteurs de risque, comme on l'a fait d'ailleurs ce matin aussi, et puis de se dire que grâce à ça, les gens vont changer leur comportement. Donc une hypothèse forte sur les préférences individuelles également, c'est de se dire les gens, en fait, on va leur dire que c'est mauvais pour leur santé, donc forcément, ils vont changer de comportement. D'accord ? C'est ce qu'on a expliqué aussi ce matin. Et puis la deuxième hypothèse, c'était qu'il suffisait d'informer. On informe sur les risques, et puis ça va amener forcément les gens à modifier leur comportement. Bon, je vous ai cité le tabac parce que vous avez vu que ça ne marche pas en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'information, c'est une condition nécessaire, mais c'est une condition qui n'est pas suffisante. Et c'est là que les sciences humaines et sociales vont effectivement apporter ce petit plus, c'est-à-dire comment on peut faire passer des messages. Alors comment on peut faire avec de l'humour, vous voyez, alors c'est une campagne un peu ancienne, puisque déjà il y a Karl Lagerfeld sur la photo, et en plus il y a des gilets jaunes, donc je pense que depuis ça avait peut-être pris d'autres significations, mais on fait appel à l'humour, d'accord, en se disant non, on ne va pas encore culpabiliser les gens, etc. Donc là Karl Lagerfeld il dit quoi? C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Donc voilà, on joue un petit peu sur le ressort humoristique. Et puis une campagne plus récente, une campagne Moi sans tabac, qui a été financée et développée par Santé publique France, qui dit rejoignez une équipe d'1 million de vainqueurs. Vous voyez que là, c'était une des premières campagnes qui a utilisé ce qu'on va appeler le marketing social, c'est-à-dire on va utiliser des techniques de marketing que connaissent très bien l'industrie du tabac. C'est-à-dire l'industrie du tabac, quand elle vous vend un produit aussi mauvais quand même que la cigarette, c'est le cow-boy Marlboro, c'est la liberté, donc c'était associé à des images très positives. Là, l'idée, c'était aussi de se dire, si j'arrête de fumer, je suis un vainqueur, je suis une équipe, donc quelque chose de très collectif et de plutôt positif, pour effectivement, arrêter de dire aux gens, arrêtez de fumer, vous allez mourir, parce que déjà, ça ne nous parle pas forcément beaucoup, et en plus, c'est culpabilisant et stigmatisant pour les personnes qui fument. Donc la campagne Moi sans tabac qui continue d'ailleurs toujours actuellement, et une des campagnes qui a le mieux fonctionné. C'est une campagne qui a coûté quand même assez cher et qui continue toujours à coûter cher et qui a des relais aussi au niveau des territoires, et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une campagne d'affichage, et à Épidore on connaît bien puisqu'on est ambassadeur du Moi sans tabac sur la région Occitanie, donc on est aussi en charge de développer des actions, des villages Moi sans tabac notamment. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Il est bientôt à Montpellier, notamment le village Moi sans tabac. Donc,
On a vu, on peut utiliser des ressorts comme l'humour, on peut utiliser voilà, le fait que ça ne soit pas stigmatisant. Qu'est-ce que va apporter les sciences humaines et sociales, et en particulier la psychologie? Ben, c'est de se dire, d'essayer de comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui fait que finalement on adopte ou on n'adopte pas un comportement favorable pour sa santé? Donc on va effectivement développer des modèles théoriques. Alors une petite citation de Kurt Lewin, qui est un psychosociologue, qui dit finalement il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. C'est quoi une théorie là pour le coup? C'est de se dire je vais essayer de comprendre quels sont les leviers ou quels sont les freins qui font que je vais adopter ou pas un comportement. Qu'est-ce qui va faire que je vais changer de comportement? Beaucoup de nos comportements sont en fait des habitudes. C'est-à-dire quand vous prenez votre petit déjeuner le matin, vous vous dites pas c'est bon pour ma santé, c'est mauvais, etc. Vous prenez à peu près la même chose parce qu'à un moment donné, vous avez fait un choix. Si en revanche, vous voulez changer ce que vous mangez au petit déjeuner, parce que vous avez pris conscience que peut-être beurre confiture, c'était peut-être pas le meilleur, il y a effectivement là un processus qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez effectivement peser peut-être le pour et le contre, vous dire que beurre et confiture, c'est voilà, c'est pas forcément très bon pour ma santé, ou j'ai faim à 11h et qu'il faut que je change d'alimentation. Donc en fait, il y a tout un tas de ce qu'on appelle en psychologie des variables qui vont être en fait soit des incitateurs à ce que vous changiez votre comportement, soit au contraire des désincitateurs, c'est-à-dire que ça va être des freins. Alors peut-être que voilà, manger des fruits et légumes, on en parlait, ça coûte cher, donc ça peut être un frein qui fait que ça va vous empêcher de changer de comportement. Et donc en psychologie, on va essayer de regarder quelles sont les variables, alors notamment les variables psychologiques, donc qu'est-ce qui vous motive à adopter ou pas un comportement favorable pour sa santé? Est-ce que vous avez des attitudes plutôt favorables ou plutôt négatives vis-à-vis du comportement? Est-ce que vous vous faites confiance, c'est-à-dire oui, je pense que je suis capable de plus manger du beurre et de la confiture au petit déjeuner, ou je pense que non, ça va être très difficile. Et donc l'idée là, c'est d'avoir ce qu'on va appeler un modèle théorique, et ensuite on va bâtir des techniques d'intervention sur ce modèle théorique. C'est-à-dire que oui, on va donner de l'information, mais peut-être que effectivement, si on fait voilà, plutôt un défi collectif et on va avoir envie de le faire tous ensemble, ça, on sait que ça peut être une variable qui va motiver la personne à changer son comportement. Et comme le mois sans tabac, on va peut-être accentuer un petit peu plus les campagnes de prévention sur ce levier. Alors, il y a plein de modèles, en fait, en psychologie. Je vais vous en parler de deux. Il y a un premier modèle qui s'appelle le Health Belief Model. Donc, c'est un modèle de croyance vis-à-vis de la santé. Vous voyez, c'est des modèles assez anciens qui datent donc des années 50. Et ce modèle, il était vraiment basé au départ sur la cancérologie, puisque un petit peu comme on parlait ce matin du test pour le dépistage du cancer colorectal. Bon, à l'époque, c'était sur le dépistage du poumon, mais voilà, on n'est pas très bon, les gens ne le font pas. Et déjà, on essayait d'expliquer et de comprendre pourquoi les gens acceptaient ou n'acceptaient pas un test de dépistage. Donc des chercheurs en psychologie ont essayé effectivement d'identifier quels pouvaient être les freins, quels pouvaient être les leviers. Donc voilà, essayer de comprendre les comportements. Et dans ce modèle, donc vous le voyez de Becker, eh bien, on a deux déterminants qui vont expliquer pourquoi on va passer à l'acte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'on va faire ce test de dépistage ou pas? Le premier, c'est la perception d'une menace pour sa santé. C'est-à-dire que si je sens que peut-être effectivement je risque d'attraper un cancer du poumon pour le coup, ou un cancer colorectal, voilà, et peut-être mon entourage, quelqu'un que je connais qui a eu ce type de cancer, donc ça me touche un peu, ou je me sens un petit peu vulnérable. Donc si je perçois effectivement cette menace pour ma santé, ça va être un des leviers qui va faire que je vais faire ce test de dépistage. Et puis bien sûr, deuxième aspect, et c'est déjà, on était dans les années 50, mais c'est encore plus d'actualité, c'est la croyance en l'efficacité de l'action à entreprendre pour réduire la menace. Et là, en fait, faire confiance au fait que le test de dépistage va vraiment me permettre d'identifier un risque, ou en tout cas un cancer à un niveau très précoce. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, et on l'a vu avec la crise Covid, beaucoup de gens ne croyaient pas finalement à ce qui était dit, et donc ce qui a amené aussi les gens, notamment, à pas ou peu se faire vacciner. Voilà, ça c'était un premier modèle. Alors je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, si vous voulez, on pourra revenir, mais c'est un peu une balance au niveau de la probabilité de l'action entre aussi les coûts et les bénéfices. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me coûte de faire un test de dépistage? Alors Norbert Ifra ce matin disait non, c'est rien, et on va à la pharmacie, on prend le test. Oui, mais ça me coûte aussi parce qu'il faut faire un prélèvement de sel, on n'a pas forcément envie de le faire. Voilà, c'est entre les coûts et les bénéfices. Si je me sens peu à risque, je me dis j'ai pas
forcément envie de faire ça un bon matin. Donc, effectivement, je vais voir plus d'inconvénients. Ça va plus me coûter, en fait, de faire cette action préventive que les bénéfices que je vais pouvoir retirer. Et puis, bien sûr, il y a la perception de la menace. Est-ce que je me sens plus à risque ou pas? Donc, la perception de sa vulnérabilité, la perception de la sévérité de ses conséquences. C'est-à-dire si, effectivement, j'ai un cancer colorectal, et M. Ifra en a aussi parlé ce matin, ça va avoir des conséquences. Et si je crains ces conséquences, je vais être évidemment plus à même de faire ce test de dépistage. Un autre modèle théorique que l'on utilise beaucoup à Epidor dans les actions de prévention et les programmes de prévention que l'on met en place, c'est la théorie du comportement planifié, donc qui est un petit peu plus récente, mais vous voyez, c'est pas si récent que ça, dans les années 90. Cette théorie, elle dit quoi? Elle dit que pour adopter un comportement, je vous ai mis différents comportements qui sont liés au cancer, le fait de consommer du tabac ou de ne pas consommer de tabac, de diminuer sa consommation d'alcool, etc. Pour effectivement que je consomme du tabac ou de l'alcool, il faut que j'ai tout simplement l'intention. C'est-à-dire que si vous avez l'intention de consommer un verre de vin ce soir, vous avez plus de chances de le consommer que si vous n'en avez pas l'intention. Si vous avez l'intention de pratiquer de l'activité physique, là aussi, vous avez plus de chances de réaliser une pratique d'activité physique en fin de journée. Donc bon, ça c'était évidemment. Donc l'intention, c'est un peu la motivation. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes motivé pour adopter ou pas le comportement de santé? Cette intention ou cette motivation, elle va être déterminée par 3 variables principales, qui sont d'une part les attitudes, c'est-à-dire est-ce que, je parlais des coûts et des bénéfices, c'est tout à fait les attitudes. C'est-à-dire, est-ce que je vois des avantages à adopter ce comportement de santé ou j'y vois pas du tout d'avantages? Je vais plutôt voir les inconvénients. Donc soit des attitudes instrumentales, c'est-à-dire c'est bon pour ma santé, et puis aussi des attitudes affectives, ça me fait plaisir de faire mon activité physique parce que je me sens mieux après, etc. D'accord? Donc il y a un petit peu les 2 attitudes qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a bien sûr les normes sociales, Linda en parlait. Alors là je suis au niveau individuel, mais ça va être extrêmement important, la façon dont je perçois effectivement la norme sociale. C'est-à-dire, est-ce que ça devient presque la norme de venir en vélo ou d'utiliser le transport en commun? C'est-à-dire que si je sens que la société finalement m'encourage à utiliser des modes de mobilité douce ou autres, je vais avoir effectivement, je vais percevoir que tout le monde le fait. Donc, je vais avoir davantage tendance à le faire. Et puis, la norme injonctive, c'est aussi mon entourage qui va m'encourager à adopter le comportement. Si, tu devrais faire le test de dépistage, par exemple, ou tu pourrais te remettre à l'activité physique. Donc, tout ce qui est norme, et évidemment, tout ça est globalement dans un environnement. C'est-à-dire, plus l'environnement va favoriser ce type de normes ou d'attitudes, et plus, évidemment, ça sera facile. Et ça fait le lien avec la dernière variable, qui est le contrôle perçu. C'est un petit peu jargonesque, le contrôle perçu, mais c'est quoi? C'est l'idée que je me sens capable de le faire. C'est ma confiance en moi. S'il y a des pistes cyclables, oui, je vais avoir beaucoup plus confiance en moi à prendre le vélo que s'il n'y a pas de piste cyclable. D'accord? Donc, vous voyez que tout est relié. Évidemment, là, je mets vraiment l'accent sur les déterminants individuels, mais l'individu, bien sûr, il est dans une société et il est dans un environnement plus global. La méta-analyse de Makeshan, elle montre qu'effectivement, ce modèle, il permet de bien expliquer la baisse, la diminution. Je suis vraiment sur des modèles de changement de comportement. C'est-à-dire, je décide de diminuer ma consommation de tabac ou je décide de diminuer ma consommation d'alcool. Donc, ça marche bien. Ça montre aussi que c'est un modèle qui fonctionne bien pour augmenter l'activité physique et pour aussi faire en sorte que les personnes aient une alimentation favorable pour sa santé. Et on va illustrer par la suite avec des études et des actions qu'on a mis en place et qui montrent qu'effectivement, si on fait les actions de prévention en essayant d'agir sur les attitudes, sur les normes sociales, sur le contrôle perçu et les intentions, on a beaucoup plus de chances d'amener la personne à modifier son comportement, plutôt que de lui dire il faut que tu le fasses, sinon tu vas mourir. Un exemple de programme de prévention que l'on mène à Epidor chez des lycéens qui sont en lycée professionnel. En lycée professionnel, il faut savoir que c'est là où on a la prévalence de tabagisme le plus élevé chez les jeunes. C'est mieux, ça a quand même diminué, faut le dire, ces dernières années, mais on reste quand même à des niveaux assez élevés. Nous, quand on a démarré ce programme, c'était en 2012-2013, on était à plus de 30% des élèves de seconde qui fumaient quotidiennement, en lycée professionnel. Donc vous voyez qu'on était vraiment sur des niveaux de tabagisme très très élevés.
Donc notre objectif, il était assez simple, hein, c'était de diminuer, de limiter donc l'évolution du tabagisme quotidien, puisqu'on avait 30% d'élèves à peu près qui fumaient en seconde, puis ça montait, ils étaient 45% après en première, etc. Hein, donc voilà, on voulait vraiment limiter cette augmentation du tabagisme quotidien. Donc voilà, limiter le nombre de nouveaux fumeurs, bien sûr, hein, limiter l'initiation du tabac. Le public cible, c'est les lycéens, ça je vous l'ai expliqué. Et puis en termes de comment on a fait hein, finalement pour développer cette action de prévention, on s'est servi d'une modalité qui est ce qu'on appelle la prévention par les pairs. C'est-à-dire que ce sont les jeunes eux-mêmes, les lycéens, qui ont construit leur intervention. Donc, ils l'ont co-construit en fait avec des acteurs de prévention que l'on a formés et on les a formés notamment au modèle de la théorie du comportement planifié que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que voilà, ils étaient accompagnés bien sûr ces élèves donc qui sont donc les pairs éducateurs que vous voyez sur la diapositive. C'est-à-dire que c'était des élèves bénévoles dans le lycée qui voulaient donc voilà mener des actions santé dans leur lycée. Un référent de l'établissement, un intervenant relais, donc des associations, des acteurs de prévention que l'on a accompagnés, formés au niveau d'Epidor, qui eux-mêmes, vous le voyez, accompagnaient les pairs éducateurs. Donc voilà, ils ont fait des films, ils ont fait des choses vraiment très très variées. Mais l'objectif, c'était que ça suive quand même à minima la théorie du comportement planifié. Et puis après, c'était eux qui mettaient ça en place dans leur lycée et qui donc allaient parler hein, aussi aux jeunes. Parce que là aussi, on sait que si c'est d'autres jeunes qui vont parler aux autres jeunes, ça marche toujours mieux que lorsque ce sont les enseignants ou des adultes qui viennent dans les établissements. Voilà, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail des séances, mais voilà, il y avait 6 séances avec les jeunes pour les aider, les accompagner. Alors, je parle au passé, mais c'est un programme qu'on fait toujours, hein, donc je pourrais parler au présent. Donc là, on est en train de le faire dans des lycées, on les aide, on les accompagne. Dernière modalité, dernière séance, c'est là, une fois qu'ils ont réalisé leur action de prévention, bien sûr, il faut qu'ils la diffusent à l'établissement, qu'ils aillent faire des débats dans les classes. Voilà, ils développaient en fait un support qui leur permettait après de rencontrer les élèves. Donc, je vous ai mis quelques exemples, hein, vraiment très variés, des débats en classe, des expositions, présentations d'affiches, ils nous ont fait des vidéos, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été faites donc sur ce programme P2P. Et puis, pour nous, ce qui était extrêmement important, et c'est la particularité d'Epidor, c'est qu'on a des acteurs de terrain, mais on a aussi des chercheurs, et on a bien sûr aussi évalué l'efficacité de cette intervention. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait comme le médicament, hein, on a fait un essai randomisé contrôlé, c'est-à-dire on a eu des lycées où on a mis en place l'intervention P2P, des lycées qui n'ont pas fait le programme P2P, donc ce sont les groupes contrôle. Les groupes intervention, c'est là où effectivement le programme a été mis en place. On les a suivis pendant 2 ans, c'est-à-dire pendant 2 ans, il y a les lycées du groupe expérimental, du groupe intervention a fait P2P, puis les autres lycées, bien sûr, n'ont rien fait, et on les a évalués 4 fois, et c'est les évaluations que vous avez sur le graphique à droite. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique ? On voit qu'en rouge, les témoins, ils ont continué à augmenter au niveau du tabagisme quotidien, puisque vous voyez qu'on est passé de 33% de jeunes qui fumaient quotidiennement à 43,9% à la fin de la première, et que en violet, vous avez les lycées où on est intervenu, où on a mis en place le programme, et vous voyez, on a limité l'augmentation du tabagisme. C'est-à-dire, on est resté à peu près au même chiffre, autour de 32-33% de jeunes qui fumaient quotidiennement. Voilà, c'était pour vous donner un exemple. Donc, la démarche d'Epidor, je vais arriver presque à rester dans les temps. La démarche d'Epidor, c'est effectivement de développer des programmes de prévention qui sont basés sur ces modèles théoriques. Je vous en ai parlé d'un, mais voilà, on peut en avoir d'autres, des modèles théoriques. On les a éprouvés dans le sens où il y a beaucoup de littérature scientifique qui montre que ces modèles ont une certaine efficacité. Et puis, voilà, Epidor est un centre où il y a des acteurs, des chercheurs, et on va systématiquement évaluer scientifiquement l'efficacité de ces approches préventives avec une équipe pluridisciplinaire, des chercheurs, des acteurs de santé publique, des acteurs de terrain, en santé publique, en sciences humaines et sociales, des enseignants. Monsieur Roumega, je ne sais plus où il est, mais qui est intervenu plusieurs fois ce matin, travaille avec nous à Epidor. Et ça, c'est extrêmement important, parce que vous avez vu, on fait beaucoup d'actions dans les établissements scolaires. Donc là, c'est un programme qui n'est pas forcément fait par les enseignants, mais on a plein d'autres programmes qui sont faits par les enseignants. Et donc, c'est important voilà, d'avoir les séquences pédagogiques. C'est-à-dire que les enseignants peuvent aussi tout à fait mettre en place ces programmes. Et Epidor est également donc un centre ressources santé, donc justement de l'Académie de Montpellier et plus spécifiquement du département de l'Hérault.
Voilà, pour vous donner une idée un petit peu du nombre de publics qui est touché. Voilà, on existe depuis 1988. On est vraiment les dinosaures de la prévention quasiment en France. C'est un peu unique d'avoir un centre de prévention primaire qui est rattaché à un centre de lutte contre le cancer. Et vous le voyez, on est plutôt en augmentation par rapport au public que l'on touche. Et on touche principalement des enfants, des adolescents, parce que pour nous, et Linda en était un exemple ce matin, c'est extrêmement important d'agir le plus tôt possible, d'agir à un niveau individuel comme on peut le faire, mais là, ce qu'on pense qui fonctionne sur P2P, c'est que simplement aussi on donne une dynamique en fait dans l'établissement. Et c'est cette dynamique qui est portée aussi par l'équipe éducative, et ça c'est extrêmement important. Voilà, quelques autres exemples d'actions. Donc, sur l'alimentation, on a un supermarché virtuel qui s'appelle Epidor Market. Et là, on est en train de développer un programme sur Epidor Market qui est fait en classe par des enseignants de SVT. On est en train de le déployer sur l'Académie de Dijon. Et on est soutenu au niveau de la recherche par l'Institut national du cancer. Voilà, différentes actions sur l'alcool, sur l'alimentation. Vous pourrez aller voir le site Internet, et puis des actions sur le soleil. On n'en fait pas beaucoup d'actions sur le soleil, mais là aussi, c'est un programme que l'on développe depuis quelques années au niveau notamment scolaire. Jean-Louis pourra vous en reparler si vous avez des questions par rapport à ce programme. Donc, où les enseignants sont encouragés à faire 4 séances qui se déroulent sur une semaine, où ils vont faire des expériences, vraiment des séquences très pédagogiques pour sensibiliser les enfants au danger du soleil, mais aussi à augmenter leur confiance en eux, à se protéger et à adopter les comportements favorables pour sa santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fonctionne un petit peu comme ce matin, c'est-à-dire on a les 3 présentations, on enchaîne du coup sur les 3 présentations, puis on gardera du temps pour la discussion. Donc, si vous avez des questions sur cette présentation, vous les gardez, vous les notez bien dans votre tête. Et puis, je vais donc appeler Cyril Delpierre. Je ne sais pas, j'attends la petite musique. Voilà, je savais qu'il allait y avoir la petite musique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cyril Delpierre, je suis épidémiologiste à l'INSERM. Et donc, en tant qu'épidémiologiste, par rapport à la présentation de Florence, on va parler des groupes de population cette fois-ci et pas des individus. Et donc, je vais vous parler de mon thème de recherche qui est sur les inégalités sociales de santé. Et donc, hop là. Donc, ma question de recherche, c'est dans l'équipe dans laquelle je travaille, c'est vraiment de s'intéresser à comment la société, finalement, la position sociale qui est la nôtre depuis qu'on est enfant, influence notre état de santé. Et donc plus largement, c'est comment la société, ses différentes formes d'organisation déterminent, je dirais, la santé des populations qui la composent. Et donc ça a été dit ce matin par le président de la Ligue nationale contre le cancer. On n'est pas dans une situation où on parle d'une population qui serait précaire versus le reste de la population. On est vraiment dans un continuum qui, si je pouvais schématiser, que je nous classe dans cette salle de la personne la plus favorisée depuis sa naissance jusqu'à la moins favorisée, eh bien on va pouvoir mettre à l'échelle des populations un niveau de santé qui va être d'autant meilleur que notre position sociale est bonne. Et la question de recherche à laquelle je m'intéresse, c'est pourquoi ? Pourquoi il y a ce lien entre position sociale et santé ? Donc, les inégalités sociales de santé, elles sont principalement mesurées, je vous le disais, par la position socio-économique, donc le niveau d'éducation. J'ai beaucoup insisté sur lui. La France se caractérise par des inégalités sociales d'éducation qui sont massives, beaucoup plus que les voisins européens. On a l'impression qu'on n'a pas d'inégalité en France parce qu'on a une redistribution des revenus. Les revenus, certes, mais sur le niveau d'éducation, on est parmi les pires au niveau européen de l'Ouest. Il y a une réplication sociale qui est extrêmement grande en France. Mais il y a aussi d'autres déterminants dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qu'il faut que vous ayez en tête. On pourrait très bien regarder les inégalités sociales de genre, les inégalités sociales liées à ce qu'aujourd'hui, le terme consacré, c'est personnes racisées, c'est plus l'ethnie. L'ethnie a une dimension génétique qui a peu de sens dans ce que nous on fait comme travaux, donc c'est les personnes racisées, ou encore de l'orientation sexuelle. Regardez pas le schéma, je regardais juste les flèches rouges. Quand on se compare à nos voisins européens, on est marqué par plus d'inégalités que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 2 chez les hommes et ce 1,7 chez les femmes ? Ça veut dire que la partie de la population la moins éduquée
a 2 fois plus de risques de décéder que celle qui est le plus éduquée, au même âge. Donc c'est 2 fois plus chez les hommes et c'est 1,7 fois plus chez les femmes. Et vous voyez qu'on est pire qu'en Belgique, pire qu'en Angleterre, pire qu'en Écosse, pire qu'au Danemark. Donc si vous aviez dans l'idée qu'on est un pays où il n'y a pas beaucoup d'inégalités sociales de mortalité, vous vous trompez. On est parmi les pires d'Europe de l'Ouest. Et donc la question c'est d'expliquer pourquoi. Donc vous voyez, c'est des données de 2017 et c'est vraiment constant d'année en année. Ça aboutit à ça. Ce sont des résultats de l'INSEE, peut-être que vous les connaissez déjà. Donc à gauche les femmes, à droite les hommes. Qu'est-ce que ça montre? Simplement, ça montre que votre espérance de vie à 35 ans, elle va être entre 51 ans et 53,6 ans quand vous gagnez 3 500 € et que vous êtes une femme. Mais vous voyez qu'il y a encore un écart de 2 ans en fonction du niveau d'études. Et quand vous regardez chez les hommes, vous voyez bien que cette espérance de vie, elle monte certes au gré des revenus, c'est ce qui est en bas dans la figure, mais aussi en fonction de votre niveau d'éducation. La question, elle est simple à formuler, c'est pourquoi? Et pour reboucler avec la présentation d'avant, je ne fais pas l'hypothèse que les individus eux-mêmes, de manière totalement autonome, individuelle, se sont classés comme ça dans ces figures. Donc il y a forcément des déterminants derrière, sociétaux, globaux, qui amènent à ce résultat. Et donc on s'intéresse à ça, et vous pourriez me dire pourquoi les cancers? De manière très simple, pourquoi les cancers? Parce que c'est la pathologie ou les pathologies qui tuent le plus en France. Donc si vous vous intéressez aux inégalités sociales de mortalité, vous êtes obligé de travailler sur les cancers, puisque presque une mort sur 2, quand vous regardez tumeur et maladie cardiovasculaire, vous êtes presque à un décès sur 2. Et parmi ces 2 causes, c'est les tumeurs qui sont devant quand on met les hommes et les femmes ensemble. Et donc vous voyez que on parle tous de problèmes de santé publique. Ce n'est pas tout à fait la même chose de s'intéresser au cancer ou de s'intéresser à des pathologies qui sont un petit peu plus en bas, en termes de nombre de morts concernées. Et qu'est-ce que ça donne quand on regarde les résultats sur les cancers spécifiquement en France? Ça, c'est une infographie qui avait été publiée par Le Monde, que je trouve très parlante. C'est le taux de mortalité lié au cancer en général selon le niveau d'éducation. Vous voyez qu'on n'est pas bon. Là, vous avez, en jaune, c'est les niveaux d'éducation les plus élevés, et vous avez en bleu les niveaux d'éducation les plus bas. Vous voyez qu'il y a 3 classes, haut, intermédiaire et bas. Plus ça va vers la gauche, moins il y a de morts. Donc c'est bien d'être ici. Vous voyez que c'est la Suède qui est en premier. Mais ce qui intéresse aussi, c'est l'écart que vous avez entre les points. La France, non seulement elle n'est pas tout en haut, donc elle a pas mal de morts, mais regardez l'écart qui existe ici, par rapport à tous nos voisins du dessus, notamment chez les hommes. On est dans une situation où les écarts en fonction du niveau d'éducation, en termes de mortalité par cancer, sont clairement beaucoup plus élevés que tous les pays que vous avez au-dessus. Et vous voyez que du côté des femmes, la situation est moins pire, même si on est finalement 5e dans le classement. Mais quand on regarde les écarts, notamment entre la partie la plus élevée et les 2 autres groupes de niveau d'éducation, on a quand même un écart qui est important. Donc les cancers sont la première cause de mortalité, et ce sont celles qui se caractérisent par énormément d'inégalités en France, notamment en termes de niveau d'éducation. Et donc, la question est simple, c'est à quoi c'est dû? Qu'est-ce que ça veut dire le niveau d'éducation? Qu'est-ce que ça veut dire les revenus par rapport à la santé? Et donc ça renvoie à un grand champ de recherche qu'on appelle les déterminants de santé. Qu'est-ce qui détermine notre santé? Là, j'ai schématisé ce qui détermine principalement notre état de santé, à vous comme à moi. On a les déterminants socio-économiques de la santé, donc ce sont les comportements, on en parlera, on en a déjà parlé, l'environnement physique et matériel, où est-ce que je vis, dans quel cadre de vie je vis, qu'est-ce que je respire comme air, qu'est-ce que je bois comme eau, quel est mon cadre de vie. Il y a aussi des expositions psychosociales, j'en parlerai. C'est aussi des éléments qu'on oublie souvent quand on parle d'inégalité sociale de santé, mais le stress, ma condition de travail, comment ça se passe à l'école, est-ce que je suis discriminé, tout ça, ça va jouer. Et ça joue principalement ça sur le développement, sur le risque de cancer. Il y a bien sûr le système de soins, je le mets en dernier, je vais vous expliquer pourquoi. Souvent c'est le système de soins qu'on met en premier. Mais en fait le système de soins il est important sur la prise en charge. Et donc il a une influence forte sur la prise en charge, mais peu sur le développement des maladies. Et donc tout ça combiné, ce sont les déterminants de santé. Et donc j'ai commencé en dernier par le système de soins, comme ça je le mets de côté dès le début. Le système de soins c'est important sur l'état de santé, mais ce n'est pas le déterminant majeur, loin de là. Ce n'est pas avec le système de soins qu'on va améliorer l'état de santé des populations massivement et réduire les inégalités sociales de santé. Parce que ça se joue ailleurs. Là, vous avez un travail qui a été fait par l'OCDE qui montre qu'est-ce qui se passerait si on augmentait de 10% les dépenses de santé. Quel impact sur l'espérance de vie. Donc,
on améliorait l'espérance de vie, c'est le premier rectangle bleu, de 3 mois et demi. Donc c'est bien. On augmente de 10% les dépenses de santé, on améliore l'espérance de vie de 3 mois et demi. Mais regardez si on fait la même chose avec le revenu et l'éducation. On augmente à peu près pareil rien qu'avec le niveau d'éducation. Et si vous augmentez aussi les revenus, vous êtes à 3,2 plus 2,2. On est presque à 2 fois ce que ça donne avec le système de santé. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui disent que pour améliorer la santé des populations, on améliore le niveau d'études ou on améliore les revenus. Et pourtant, ça a plus d'efficacité combinée que ce qui va se passer en augmentant les dépenses de santé. Et donc on a des collègues au Canada qui ont montré que sur les 30 ans de gains d'espérance de vie du siècle dernier, il y en a 8 qui sont attribuables au système de soins. C'est pas rien. Et il faut travailler ce système de soins. Mais ça veut dire que la majorité du gain vient de nos conditions de vie. Et donc il faut travailler sur nos conditions de vie si on veut réduire les inégalités. Juste pour fixer, je ne vais pas détailler tout ça, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais quand on s'intéresse au parcours de soins en cancérologie, c'est le domaine que j'investigue sur le versant inégalité de prise en charge, on a des inégalités tout au long du parcours de prise en charge. Du facteur de risque, du risque de développer un cancer, jusqu'à son dépistage, on en a parlé, le diagnostic, le traitement, l'accès à l'innovation, c'est par rapport aux essais cliniques, on n'a pas la même probabilité d'accéder aux essais en fonction notamment de là où on vit. Et enfin, tout ça, ça se répercute sur la survie. Donc là, il y a des travaux sur tous ces éléments, donc il y a des inégalités tout au long du parcours. J'aurais pu faire la même diapo sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires. Dès que les maladies sont chroniques, on a ce type de schéma. Sur le dépistage, on en a parlé ce matin, je veux juste vous montrer ça. Ça, c'est la probabilité qu'on a de développer certains types de cancers en fonction de là où on habite. Ici, ce sont les cancers les plus fréquents quand on habite dans des zones qui sont dites défavorisées. Vous avez plus de risques, vous voyez, 2 fois plus de risques de faire des cancers de la lèvre, de la bouche, du pharynx. Pareil pour le larynx, les poumons. Vous voyez que tous ces cancers-là, en rouge, sont beaucoup plus fréquents chez les gens qui habitent dans des zones défavorisées. C'est vrai chez les hommes, c'est vrai chez les femmes. Vous avez aussi des cancers qui sont beaucoup plus fréquents dans des zones favorisées. La prostate, le mélanome chez les hommes, mais aussi le sein, les ovaires, le mélanome chez les femmes. Donc vous voyez qu'en fonction simplement de votre adresse, on peut imaginer quel est le risque des gens qui habitent dans ces zones par rapport à certains types de cancers. Et là, vous doutez bien qu'il y a des mécanismes derrière qui vont expliquer ça, et que, comme par hasard, le sein, dépistage, mélanome, il y a un effet surveillant chez le dermato. Posez-vous la question de combien de fois vous avez été voir un dermato pour vous faire surveiller les grains de beauté. Vous allez voir qu'il y a un vrai gradient social. Et de la même façon pour la prostate, même s'il n'y a pas de dépistage, il y a des tests qu'on prescrit, des fois trop par ailleurs, et qui expliquent cette incidence et qui ne sont pas faits par les hommes de même niveau sociaux. Les comportements, je vais aller vite, ça explique en gros 30% des inégalités sociales de santé. Donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus l'entièreté des comportements. Souvent j'entends les ouvriers meurent plus parce qu'ils boivent et ils fument. C'est très caricatural, mais je vais aller vite sur le tabac parce qu'on en a parlé. J'ai pris donc ici le niveau d'éducation, et vous voyez qu'en fonction du niveau d'éducation, vous avez des écarts de situations qui vont être importantes. Donc là, on a la prévalence du tabagisme, et on voit que c'est le même schéma que vous a présenté tout à l'heure Florence, et donc on a des inégalités. Alors je pense qu'il y a eu un switch sur la diapo, mais c'est les inégalités que vous a montré Florence avec le niveau des revenus, c'est la même qu'avec le niveau d'éducation. Donc là je vous montre, c'est la bonne diapo sur l'obésité, et vous voyez que depuis 1997, l'obésité ne fait qu'augmenter. Et quand vous regardez comment elle se répartit en fonction de la catégorie socio-professionnelle, vous voyez bien que c'est parmi ici les ouvriers qui a la plus grosse augmentation, et vous voyez qu'on peut catégoriser les gens par rapport au risque d'obésité selon leur catégorie socio-professionnelle. Vous avez 10% de personnes obèses chez les cadres, 14% en profession intermédiaire, 18% chez les employés, 18% chez les ouvriers. Là, la responsabilité individuelle, elle est minime par rapport à la responsabilité collective. Qu'est-ce qui explique ces gradients? Comment ça évolue comme ça au gré du temps? Voilà, c'est des questions qui sont majeures, mais qui impactent la société. Exposition environnementale professionnelle, donc c'est tout ce que vous imaginez, hein, ce qu'on a au travail, ce qu'on a à l'extérieur, nos conditions de vie. Je vais aller très vite, juste pour vous dire que ça, c'est des travaux qui sont assez récents, qui sont une revue de la littérature, qui montrent qu'il y a un lien entre position sociale moins favorisée et le fait d'être exposé à la pollution. Il y a plus de risques d'être exposé à la pollution quand on a un milieu social moins favorisé.
il y a plus de risques d'être exposé à des températures élevées et d'avoir un environnement physique qui est de moins bonne qualité. Moins d'accès aux espaces verts, moins d'accès aux services publics, une qualité du bâti qui est moins bonne. Plus récemment, c'est des choses qu'on investigue aussi dans l'équipe, c'est qu'en plus d'être plus exposé, on est plus susceptible. À la même dose d'exposition, il va y avoir plus d'effets dans certains milieux. Et on a des travaux qui montrent que l'exposition des températures élevées est encore pire quand on est de milieu social moins favorisé. De même avec la pollution de l'air. Donc en fait, on a une exposition différentielle en fonction de son milieu social et une susceptibilité différentielle qui n'est jamais prise en compte. Et j'ai fait de la physiologie, on ne nous apprend pas qu'on a une physiologie différente en fonction de son milieu social. Et pourtant c'est vrai. Et donc le dernier point, c'est justement le lien avec ce que je viens de vous dire à l'instant. On a des situations dans nos vies, les contraintes organisationnelles, les relations sociales, l'isolement, dont on sait qu'elles ont un effet biologique. Si tous les jours je vous stresse, si tous les jours je vous dénigre, si tous les jours je vous rabaisse, si tous les jours je vous dis que vous êtes un moins que rien ou moins bien que rien, je vais agir sur votre santé. Je n'ai pas besoin de molécules extérieures qui vont venir, c'est juste que votre système de réponse au stress, je vais l'hyperstimuler, et à force de l'hyperstimuler, je vais dégrader votre système inflammatoire, votre système immunitaire. Et ça va avoir un impact sur plein de pathologies, et ça commence à être étudié sur les cancers. On a fait un travail qui montre que sur les cancers, il y a un lien avec le stress durant l'enfance. Je dis bien durant l'enfance, parce qu'après vous trouvez à boire et à manger dans la littérature. Je ne suis pas en train de dire que parce que je me sens stressé, je fais un cancer du sein ou un cancer de la prostate. Je dis que les enfants qui ont grandi en ayant des abus, en ayant des situations très traumatiques durant l'enfance, on trouve un surrisque de cancer à l'âge adulte qui n'est pas expliqué par les comportements ou par les conditions de vie à l'âge adulte. Donc ça pose des questions de ce qui se passe, et nous on utilise le terme d'incorporation biologique. On incorpore le milieu social, y compris au niveau de la biologie. Donc juste pour fixer les idées, sur les cancers, quand on s'intéresse aux inégalités, on a 3 grands types de cancers, je dirais. Ce matin, on a parlé des cancers, il y a effectivement des cancers. La partie 1, ce sont les cancers qui sont principalement expliqués par le bleu, vous voyez. Donc ce sont des inégalités d'incidence. Ça veut dire que les personnes de milieu social moins favorisées, elles ont plus de risques de faire ce cancer. Donc c'est pour l'estomac, le larynx, le poumon, donc ça peut être lié au comportement, ça peut être lié aux expositions professionnelles. Le deuxième type de cancer, c'est des cancers qui sont à peu près autant liés à l'incidence, donc au risque de développer un cancer, que finalement à une prise en charge du système de soins qui est socialement différenciée. Ce sont les cancers du foie, les cancers de la vessie. Et donc, vous voyez qu'il y a à peu près le vert et le bleu qui sont pareils. Et enfin, il y a des cancers dont on sait que les inégalités de mortalité, elles sont principalement liées au système de soins, à la prise en charge. C'est ce qui se passe pour le côlon rectum, c'est ce qui se passe pour la prostate, c'est ce qui se passe pour le sein. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes inégalités en fonction des cancers. Et donc de dire le cancer, ça ne veut pas dire grand-chose quand on travaille sur la dimension inégalité sociale, parce qu'on ne va pas avoir forcément les mêmes mécanismes en fonction des cancers auxquels on s'adresse. Et donc pour conclure, les inégalités de mortalité par cancer, ce sont le fruit d'une accumulation d'inégalités au cours de la vie. Je n'ai pas eu le temps d'en parler là, mais en fait ces inégalités, elles commencent dès le ventre de la maman, voire avant. Commence à montrer des choses où ça peut se passer avant. Et y compris au niveau biologique, de traces que l'on garde, d'expositions que l'on a eues anciennement. Donc c'est un phénomène qui se cumule. Et donc il y a des inégalités d'incidence qui sont liées à des comportements, alors j'ai mis entre crochets individuels. Il faut vraiment s'interroger sur cette notion de comportement individuel. C'est beaucoup plus simple de dire que c'est votre faute si vous fumez que si j'incrimine la société dans laquelle vous vivez. Et vous comprenez assez rapidement pourquoi. Pas tout à fait la même chose à mettre en place derrière. Et ça, donc vraiment, premier point, impact majeur des conditions de vie et de l'environnement sur les risques de cancer. Et donc je l'ai entendu ce matin, ça implique en fait qu'il y ait de la santé dans toutes les politiques. Je suis sûr que Linda vous en a parlé. On ne peut pas penser urbanisme sans penser santé. Politique de l'intérieur sans penser santé. Agriculture sans penser santé. Écologie sans penser santé. Et je dirais sans penser inégalité de santé. Et ensuite, il y a des inégalités de prise en charge avec le rôle du système de soins. Ce n'est pas le déterminant essentiel, mais c'est un levier important. Et je fais un peu de publicité, c'est pour ça que je demandais si M. Ifra était là, c'est que je pense qu'on pourrait tout à fait acter que c'est pas normal de ne pas avoir de données sociales dans les dossiers médicaux. Et qu'on pourrait dire que dans les dossiers médicaux, il faudrait qu'il y ait des données sociales qui soient collectées par les soignants pour qu'on puisse être capable de savoir quel est le métier, le niveau d'études et leur adresse. Et pour y travailler dessus, même quand on me dit l'adresse c'est collecté, je vous mets au défi d'aller vous coltiner les 10 000 adresses de patients et de les vérifier une par une.
parce qu'elles sont mal collectées, ou dans un champ libre texte. Donc je trouve que c'est effectivement un message à passer, donc on devrait collecter ces informations. Et dernier point, on a un système de santé aujourd'hui qui est construit sur cette notion d'inégalité, mais c'est une inégalité de moyens et pas une inégalité de résultats. On parle beaucoup d'égalité, mais en fait on s'est trompé, on aurait dû parler d'équité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le point qui est en bas, c'est qu'on doit développer des interventions. Florence vous en a parlé, vous avez vu des exemples aujourd'hui. Ça s'appelle la recherche interventionnelle en santé des populations, il faut le développer. Mais il faut surtout utiliser des approches qu'on appelle d'universalisme proportionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développe une intervention pour toute la population, mais la dose, le contenu des interventions doit être différent en fonction des besoins des populations. Et on voit souvent cette dernière diapo, mais on oublie souvent ce qui est à droite. Cette diapo, vous voyez, c'est l'égalité. J'ai donné une caisse à tout le monde pour regarder le match. Celui qui voyait déjà, il voit encore mieux. Merci pour lui. Lui qui ne voyait pas, il ne voit toujours pas. Il y a l'universalisme proportionné classique, et en général on s'arrête là, c'est-à-dire que je ne donne rien en premier, et je donne 2 caisses à celui qui est à droite, le plus petit, sauf que si je fais ça, ne rien donner à une partie de la population, c'est compliqué, c'est difficilement acceptable. Il y a la troisième solution qui est de travailler sur les déterminants structurels, dont vous a parlé Linda ce matin. Au lieu de m'intéresser aux gens, je m'intéresse à la barrière. Et si je mets un grillage, j'ai réglé le problème. C'est facile sur cette image, c'est compliqué en santé, mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête quand on développe des interventions dans le champ de la santé et des inégalités. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Cyril. On va illustrer avec Mathieu, donc Mathieu Gourland. J'espère qu'il s'attaque à la barrière. On va voir ça. En partie, bon, on va voir. Donc Mathieu, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Mathieu Gourland, je suis ingénieur de recherche à EPIDOR, qui est le département prévention donc, de l'Institut du cancer de Montpellier. Je suis ici pour vous présenter, je sens qu'il va y avoir des petits soucis au niveau de la mise en forme des diapos, un peu comme tout le monde. Je vous rassure, j'avais quand même à la base bien calé mon nom. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui effectivement, en quelques minutes, un programme de promotion de l'activité physique chez l'enfant qui s'appelle le Grand Défi Vivez Bougez. Alors, pour les aspects un petit peu de constat, je vais passer relativement rapidement puisque vous êtes tous au courant et tous convaincus. L'importance de l'activité physique chez les enfants, sur la santé, physique, sociale et mentale. L'importance de la pratique d'activité physique durant l'enfance sur le développement des habitudes en termes d'activité physique à l'âge adulte. Le constat, on le connaît depuis des années, c'est que la majorité des enfants d'âge scolaire ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique pour en retirer des bénéfices sur leur santé. Et au niveau des données un peu plus récentes qu'on a, notamment au niveau des confinements successifs au moment du Covid-19, c'est que cette tendance, en tout cas le temps des confinements, a été accentué avec un tableau qui était déjà pas forcément reluisant et qui a eu tendance une tendance qui s'est exacerbée avec les événements récents. Donc dans ce contexte, le Grand Défi Vivez Bougez donc est un projet de promotion de l'activité physique pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Très concrètement, notre objectif, quand on a mis en place le Grand Défi Vivez Bougez, c'était d'augmenter la proportion d'enfants qui atteignent les recommandations internationales d'activité physique d'1 heure par jour. Élément assez important qui est en lien finalement avec une partie des discussions d'aujourd'hui, le Grand Défi Vivez Bougez est copiloté par différents porteurs, par différentes structures, donc l'Institut du cancer de Montpellier, l'Académie de Montpellier, donc au niveau de l'éducation nationale, l'Agence régionale de santé Occitanie et la DRAGES Occitanie. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, très concrètement, le Grand Défi Vivez Bougez, en termes d'intervention, qu'est-ce que c'est ? C'est une intervention qui dure chaque année 1 mois et demi. Donc je vous ai mis les dates pour information pour l'édition 2024, avec ce qu'on appelle une phase de motivation et ensuite une phase d'action. Au niveau du contenu du Grand Défi, on avait un objectif qui était de développer un programme ludique pour les enfants. Nous, on a nos objectifs en termes de santé publique et au niveau théorique, vous le verrez dans quelques instants.
L'idée pour les enfants, avant tout, c'est que ça reste amusant, que ça reste ludique, que ça reste pédagogique. Et pour ça, on utilise un symbole pour rendre cette intervention amusante pour les enfants. On utilise un symbole qui est le cube énergie. C'est-à-dire, notamment pendant la phase action, on demande aux enfants de cumuler un maximum de cubes énergie. Qu'est-ce qu'un cube énergie? C'est quand un enfant pratique 15 minutes d'activité physique en continu. Vous le verrez tout à l'heure, on leur donne en début du grand défi un petit carnet qu'on appelle le petit carnet Vivre et Bouger. Et à chaque fois qu'ils font 15 minutes d'activité physique en continu, les enfants le notent sur leur carnet. Et le but, c'est que la communauté grand défi, tous les enfants qui sont impliqués dans le grand défi, cumulent ensemble un maximum de cubes énergie. Petite précision importante, c'est le petit dessin que vous avez en bas à gauche. Pour favoriser l'activité physique en famille, on a aussi instauré une règle qui est que un enfant, lorsqu'il pratique une activité physique avec les membres de sa famille, il récupère les cubes énergie des membres de sa famille. Donc je fais 15 minutes de vélo avec mon père, je récupère en réalité 2 cubes énergie, un qui est le mien et celui de mon père. Allô, allô. C'est bon. Alors, élément assez important, au-delà du contenu, et là aussi c'est un petit peu dans la thématique de la journée, l'objectif du grand défi, c'est en fait de prendre tous les acteurs éducatifs autour de l'enfant, qui ont chacun un rôle en tout cas dans la promotion de l'activité physique, et de jouer sur leur complémentarité pour stimuler l'enfant en termes d'activité physique, le temps du grand défi, durant tout leur temps de vie. Donc vous avez notamment les enseignants qui jouent un rôle assez important au niveau des séances pédagogiques qui sont mises en place, et également au niveau d'un autre aspect pour aider l'enfant à compter ses cubes énergie. On parle d'enfants qui sont âgés entre 6 et 11 ans. Et également organiser ce qu'on appelle des événements grand défi dans les écoles. Alors qu'est-ce qu'un événement grand défi? C'est en fait un événement de promotion de l'activité physique où vous avez notamment les enseignants d'une école qui se mobilisent pour en fait permettre aux enfants de cumuler un maximum de cubes énergie. Vous avez également les parents qui sont impliqués. On leur demande d'encourager les enfants à pratiquer de l'activité physique et, vous l'avez vu tout à l'heure avec la règle que j'ai donnée sur les cubes énergie, on les encourage aussi à pratiquer avec leurs enfants pour que leurs enfants récupèrent un maximum de leurs cubes énergie. Vous avez également les associations sportives qui sont impliquées dans le grand défi. Le lien est assez logique pour aider les enfants à cumuler des cubes énergie. Et lorsqu'on arrive à les contacter, on pourra en discuter tout à l'heure dans la discussion, en tout cas quand elles répondent à nos mails, vous avez également des communes qui sont impliquées de façon à, pareil, organiser des événements grand défi, mais cette fois à l'échelle de la ville, pour stimuler les enfants, notamment le week-end pendant le temps d'activité physique en famille, stimuler les enfants et cumuler un maximum de cubes énergie en famille. Vous voyez, donc on essaye de toucher finalement les différentes couches pour stimuler l'enfant. Alors, depuis, vous le verrez dans la diapo suivante, on a fêté cette année les 10 ans du grand défi. Depuis 10 ans, on a développé un certain nombre d'outils. Alors vous avez sur la gauche plutôt des outils pédagogiques, le guide pédagogique qu'on distribue aux enseignants qui participent au grand défi. Le guide pratique, c'est plutôt pour les associations sportives ou les personnels communaux. Le petit carnet Vivre et Bouger qui est en fait en bas à gauche, que je vous ai mis à titre d'illustration, c'est sur ce carnet-là donc, que les enfants notent tous les cubes énergie qui cumulent et qui rapportent à l'enseignant. Et puis au niveau, parce que c'est aussi un aspect important dans un projet, dans ce type de projet en tout cas, des aspects un peu plus promotionnels, de présentation, d'affichage du grand défi. On a un site internet en toute objectivité très sympa que je vous invite à aller consulter, qui présente assez bien le projet, des plaquettes de présentation, des films de présentation, etc. La fabuleuse histoire du grand défi. Alors, juste pour vous expliquer, comme je vous disais tout à l'heure, on a fêté cette année en 2023 les 10 ans du grand défi avec une évolution assez importante, entre environ 400 enfants qui participaient au grand défi lors de sa première édition en 2013 et quasiment 25 000 en 2023. Alors c'est lié en fait aussi au déploiement territorial du projet, vous le verrez dans la diapositive suivante. On peut mentionner des années qui ont été difficiles pour beaucoup de projets de promotion de la santé, 2020, 2021, où il y a eu une certaine stagnation, mais ça reste quand même une bonne nouvelle, étant donné le contexte.
il y a eu une forte adaptation du projet, avec la promotion de l'activité physique à distance, etc., des vidéos qui étaient faites pour continuer à stimuler les enfants en termes d'activité physique, en tout cas autant qu'on pouvait. Juste pour vous montrer un petit peu au niveau de la carte, vous avez en fait donc les départements avec l'année de développement en fait sur le département en question. Alors je précise, on parle de département, par exemple en 2013, on était surtout sur la communauté de communes de l'Hérault, hein, un petit peu au nord d'ici, du Clermontais, pardon, communauté de communes du Clermontais. Donc ça peut arriver parfois sur un département donné, on y va petit à petit en fonction des territoires qui sont intéressés par le développement du grand défi. Donc ensuite, avec un développement dans le Gard, dans l'Aude, la Lozère, et puis plus récemment dans l'Aveyron et l'Ariège. On pourra éventuellement en discuter au niveau des échanges. Vous me voyez peut-être arriver. Bien évidemment, l'idée pour nous, l'ambition, en tout cas à court terme, c'est d'arriver à nous développer du côté de l'ouest de la région Occitanie, autrement dit de l'Académie de Toulouse. Quelques données complémentaires pour que vous vous rendiez compte à quoi ressemble une édition du Grand Défi, en l'occurrence celle de 2023. Plus de 1000 enseignants participants, 133 communes dans lesquelles il y avait au moins une école inscrite, et un total de plus de 3 100 000 cubes qui ont été cumulés pendant un mois. Pareil, pour vous aider à vous imaginer, à illustrer un petit peu le grand défi, au niveau des événements grand défi, les événements dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont donc des événements de promotion de l'activité physique. On vous a mis quelques images ici pour que vous voyez, donc c'est des événements où vous avez les acteurs éducatifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, la plupart du temps ensemble, qui se mobilisent pour stimuler les enfants en termes d'activité physique et les aider à cumuler un maximum de cubes énergie. Un total de près de 150 événements organisés dans les écoles et plus de 30 événements organisés au niveau des communes. Juste, le grand défi Vivez Bouger se termine aussi par une grande fête qu'on appelle la Grande Récompense, qui a lieu chaque année au mois de juin au FDI Stadium à Montpellier. Je le précise parce que donc, ce sont en fait 900 enfants. Alors quand je dis 900 enfants tirés au sort, c'est en fait les écoles participantes qui sont tirées au sort. Et là, l'idée, c'est comment on finit une telle intervention, comment on fête la fin d'une telle intervention. Et donc, ce n'est pas un événement de promotion de l'activité physique en tant que telle, même si par les photos, vous voyez qu'ils en font un petit peu. Il y a la Zumba, il y a des jeux sportifs, etc. Mais c'est surtout une grande fête avec des spectacles, un match d'exhibition du club de hand de Montpellier, etc. etc. D'accord ? Sans vouloir insister, sur le site du GDVB, vous avez une vidéo très sympa qui résume assez bien l'ambiance qu'il peut y avoir au cours de cette journée. Alors, au niveau de la première partie de ma présentation, j'ai surtout insisté finalement quelque part sur la vitrine du grand défi. Les outils, les événements qui sont créés, les leviers pédagogiques qu'on essaye d'utiliser pour stimuler l'enfant, etc. Dans la deuxième partie, je vais un peu vous montrer ce qui se passe dans l'arrière-boutique et finalement être un peu dans la continuité de ce que vous a présenté Florence Consegeli tout à l'heure. Je vous rassure, je vais vous épargner la présentation de la théorie du comportement planifié. On va partir du principe que vous avez retenu un peu l'idée de base sur la notion d'attitude, de norme, de contrôle perçu, d'intention. Ce que je veux juste mettre en avant ici, c'est que nous, au-delà des outils qu'on a créés, quand on a créé le grand défi, la démarche qu'on avait, c'est que chaque contenu du grand défi, que vous voyez au niveau des carrés qui sont en pointillés, chaque contenu, et au niveau scientifique, on a émis l'hypothèse que chaque contenu allait influencer une variable précise de la théorie du comportement planifié. Et par rapport à l'expression « il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie », on espère en tout cas, l'idée, c'était de lier la théorie à la pratique et de partir d'un modèle théorique et de développer des contenus pour stimuler chacune des variables de la théorie du comportement planifié qu'on a un petit peu amélioré au niveau de la phase de droite entre la relation intention et comportement. Et juste pour faire le lien entre théorie et pratique, de façon un peu innocente tout à l'heure quand je vous ai présenté le grand défi, je vous ai dit il y a une phase de motivation, il y a une phase action. Le but de la phase de motivation, c'est de développer les attitudes, les normes et le contrôle perçu. Et les intentions, de chauffer les enfants à blanc, si vous voulez. Et une fois qu'on a bien chauffé tout le monde à blanc, la phase de motivation, dans la phase action, on lâche les chevaux. Et donc là très concrètement, on développe des événements grands défis.
et on fait en sorte que les enfants cumulent un maximum de cubes énergie. En tout cas, on les stimule pour qu'ils pratiquent un maximum d'activité physique. Et toujours pareil pour faire le lien entre théorie et pratique. Pareil, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un guide pédagogique du grand défi Vivre et Bouger. Ben, dans ce guide, on explique aux enseignants quel est leur rôle au niveau du modèle théorique. Vous voyez, sur le petit exemple que vous avez à droite, c'est une séance de présentation, ou par exemple de présentation des bénéfices de l'activité physique. On explique à l'enseignant, dans cette séance pédagogique-là, ce sont surtout les attitudes des enfants vis-à-vis de l'activité physique que vous allez stimuler. Donc, très concrètement, là j'étais sûr que ça n'allait pas le faire au niveau, vu les effets que j'avais faits, j'étais sûr que... Donc, juste pour vous expliquer, donc, on a eu effectivement un financement, notamment de l'Institut national du cancer, pour réaliser un essai randomisé en cluster. Terme un peu barbare, l'idée est assez finalement basique. On a pris un groupe intervention qui a bénéficié du grand défi pendant 2 années scolaires. Okay. Donc qui a bénéficié du grand défi pendant 2 années scolaires, et puis un groupe contrôle qui pendant les 2 années scolaires n'a pas été particulièrement stimulé en termes d'activité physique. Puis bien évidemment, le but du jeu, c'est de voir la différence d'évolution, notamment en termes d'activité physique, entre les enfants des 2 groupes. 2823 élèves ont participé à cette étude. Pour refaire la version courte, parce que je ne suis pas en avance, vous voyez qu'en fait, très simplement, donc, le groupe intervention est en vert, le groupe contrôle est en rouge. Ce qu'on évalue, c'est le pourcentage d'enfants qui respectent les recommandations d'activité physique. Dans le groupe intervention, donc en vert, sur les 2 années scolaires, on a ce que nous, on appelle un effet escalier. On a un impact du grand défi la première année. Ça reste stable entre les 2 éditions du grand défi, puis ça réaugmente après la 2e édition du grand défi. Dans le groupe contrôle en rouge, on a un effet qui est plus cyclique. Une augmentation la première année, une diminution entre les 2 éditions du grand défi, sachant que le groupe contrôle n'a pas bénéficié du grand défi, et puis ça réaugmente. Cet effet cyclique, nous, on l'assimile plus à un effet saison, puisque au niveau du protocole qu'on a mené, par rapport aux dates du grand défi, chaque année, on passait, lors du premier temps de mesure, en janvier-février, et ensuite on repassait en mai-juin. On sait qu'on fait partie de régions où la saison a un impact sur le niveau d'activité physique des enfants, mais on est sur quelque chose de plus cyclique, alors qu'on a une augmentation plutôt en escalier pour le groupe intervention. Et sachez, c'est un résultat intéressant parce que c'est une des preuves possibles pour démontrer l'impact du grand défi sur l'activité physique des enfants. Et le message, il est important, quand on communique auprès, nous, des acteurs éducatifs, qu'on fait la promotion du grand défi, quand on leur présente ce résultat, on leur montre l'importance de mettre en place le grand défi plusieurs années d'affilée, de façon à avoir un impact cumulé dans le temps au niveau de l'activité physique des enfants. Je vous remercie pour votre attention. J'étais seul pour vous présenter le grand défi, c'est bien évidemment une équipe avec différentes institutions qui sont impliquées, et je vous ai mis notamment les adresses des personnes à contacter en priorité si vous êtes intéressés par la mise en place du grand défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu. Bon, gardez toutes vos questions, ça fait beaucoup de questions à garder en tête. On va accueillir donc Alexandre Kobigo, à chaque fois je mélange, désolé. Donc de l'Institut national du cancer, et donc qui est responsable de projets au département prévention, et qui va donc nous parler justement que voilà, une belle action comme le grand défi, comment on pourrait la déployer ailleurs. Exactement. On va parler du déploiement d'interventions probantes, exactement comme le grand défi Vivre et Bouger. Avant ça, je voudrais surtout déjà commencer par remercier les organisateurs de l'événement. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de remarquable aujourd'hui, c'est qu'on est dans une session de prévention, dans un événement qui est sur la transition écologique. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est vraiment... c'est remarquable en France. Je ne suis pas sûr que ça ait été déjà fait. Et je pense qu'il faut qu'on avance sur ce type d'événement, qu'il y ait plus de liens qui soient faits entre santé et écologie. Rien qu'un exemple, parce qu'on a parlé beaucoup du tabac, faire de la prévention du tabac, c'est aussi faire une politique environnementale, puisque c'est lutter contre une industrie qui est vraiment très polluante. J'avance. Donc, une intervention en 4 temps. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une intervention probante et comment on peut la reconnaître? Ensuite, on va parler un petit peu science de l'implémentation, parce que c'est un champ de recherche qui est en plein boom et que c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe. Après, on dira que quand même, il est en plein boom, mais ça pose des problèmes puisque ça crée un fossé en fait entre la recherche et la pratique, et on essaiera de trouver des pistes un petit peu opérationnelles et des perspectives pour que ça avance en France.
Donc, avant de commencer par définir ce que c'est une intervention probante, déjà, je voudrais qu'on fasse un petit tour autour de pourquoi il est nécessaire de fonder nos actions sur des données probantes. Premièrement, en fait, il faut se repositionner dans la démarche scientifique. Donc, la démarche scientifique, on fait des hypothèses, on les teste. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour objectiver. On ne doit pas le passer à la trappe parce qu'en fait, on l'a vu pendant la session Covid, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas basées sur des données scientifiques et ça a posé un problème, ça a posé notamment un problème de confiance et ça, enfin, il faut le dire quand même, ça a miné la santé publique en France. Donc il y a un enjeu dans la démarche scientifique, au-delà de la démarche scientifique, c'est aussi un enjeu démocratique, puisque avoir des données objectivées, ça permet de débattre. Ensuite, il y a un enjeu de continuum, de créer un continuum entre la recherche et l'action, parce que du coup, on a un savoir fondamental. Ensuite, on a des savoirs aussi sur on a des théories qui nous expliquent les comportements. Avec ça, on peut construire des recherches interventionnelles. Et après, une fois qu'on a vu que les recherches interventionnelles étaient efficaces, on doit pouvoir les implémenter. Ça, c'est la logique. Mais dans les faits, on sait qu'il y a seulement une intervention evidence-based sur 5 qui arrive sur le terrain. Et donc ça pose une grosse question d'argent public, en fait, aussi, parce qu'on investit et finalement, il n'y a pas de traduction dans la vraie vie. Ensuite, il y a un enjeu éthique qui est si on agit sur des populations, on doit savoir quel est l'effet qu'a l'intervention sur la population. Sinon, c'est vraiment quelque chose qui est inéthique. Et enfin, il y a un levier de maîtrise de l'action publique, puisque qui dit données probantes dit évaluation, et quand on évalue, on peut adapter, on peut voir les choses venir, on peut planifier. Donc c'est aussi un atout pour l'action publique, pour les politiques. Tout ça pour dire qu'il faut avoir vraiment ancré un paradigme de fonder l'action de santé publique et de prévention sur les données probantes, sur les preuves. Et en fait, je dis ça pour la prévention et la santé publique, mais ça vaut en fait pour tous les domaines de politique publique normalement. Donc, qu'est-ce qu'une intervention probante? Qu'est-ce qu'une action probante? En fait, une intervention probante, on la reconnaît quand il y a 3 niveaux de preuves qui sont réunis. D'une part, l'étiologie, des preuves au niveau de l'étiologie, les fardeaux, également au niveau des déterminants de la santé, on voit qu'elle agit dessus. L'efficacité de l'intervention en elle-même, donc oui, c'est plutôt là qu'on voit que l'intervention agit bien sur les notions de fardeau, également les déterminants, et toutes les preuves autour de l'efficacité du processus d'implémentation au regard du contexte, on y reviendra. Mais il y a vraiment ces 3 niveaux de preuves qui sont très importants à mobiliser. Ces 3 types de preuves sont donc toutes interconnectées, elles ne sont pas linéaires et surtout elles changent au cours du temps. Et un 3e point qui est important de noter, c'est qu'il faut distinguer le niveau de preuve et le niveau d'efficacité, parce qu'il arrive assez souvent qu'on ait des interventions qui ont des très hauts niveaux de preuve, mais qui ont une efficacité qui est assez moindre. L'inverse est un peu moins vrai, c'est surtout dans ce sens-là qu'on trouve des interventions. Donc on le voit, on doit mobiliser plusieurs disciplines et domaines de recherche pour analyser une intervention probante, biologie, épidémio, les sciences sociales bien sûr, et ensuite des champs comme la recherche interventionnelle et les sciences de l'implémentation. Donc en fait on voit bien que là on est sur la nécessité de créer de la transversalité encore une fois. Ensuite là on a parlé de données scientifiques, mais il n'y a pas que ça. Puisque à un moment, quand on sort du cadre expérimental, donc là on a vu le grand défi, il y avait un essai randomisé contrôlé qui a été mené. Ça c'est un environnement, on va dire, qui est tellement contrôlé qu'il n'est pas naturel. Donc quand on sort de cet essai randomisé, on va passer dans une phase de transfert de l'intervention et on va chercher à analyser sa transférabilité. Et pour ça, en fait, on va avoir besoin de mobiliser des données expérientielles et des données contextuelles. Et c'est là que, du coup, on a à l'intersection des cercles ce qui est les données probantes. En fait, une intervention probante, elle est à la jonction de ces trois cercles. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de regarder comment les Canadiens parlent des interventions probantes. Ils parlent d'evidence informed et pas d'evidence based, parce que la preuve scientifique n'est pas l'unique levier pour déterminer si une intervention est probante ou pas. Ensuite, en bas, j'ai noté la petite question: quand peut-on considérer que le niveau de preuve est suffisant? Et bien ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, il n'y a aucun consensus dans la littérature qui nous permet de dire si une intervention est probante ou pas. Et donc, il faut là, l'exemple de l'intersection des 3 cercles montre qu'en fait, une intervention, elle est jugée probante quand les acteurs ont chacun mis leur savoir, leurs données, et qu'il y a une forme de négociation, de co-construction du savoir. Et c'est ça qui est surtout important pour faire avancer les choses.
Donc là, on sait théoriquement du moins comment repérer une intervention probante. Maintenant, du coup, elle est repérée, c'est comme le grand défi, on a tout ce qu'il faut et on veut qu'elle soit déployée le plus largement possible. Et donc là, on arrive sur le champ de l'implementation science, la science de l'implémentation, qui, comme j'ai dit au début, connaît vraiment un énorme boom aujourd'hui, à tel point qu'on ne s'y retrouve plus du tout. Vraiment, même les chercheurs aujourd'hui disent que c'est plus possible. Et donc, il y a cette typologie qui est plutôt pas mal, c'est pour ça que je l'ai mis, qui permet d'y voir un petit peu plus clair et qui nous montre qu'en fait, il y a en gros 3 blocs dans l'implementation science aujourd'hui. D'une part, tout ce qui va être des théories, des modèles qui viennent décrire la manière dont on utilise le savoir. Deuxièmement, plutôt des modèles et des théories qui permettent d'expliquer ce qui crée les effets en fait, quand on implémente, qui permettent en fait, de documenter le processus d'implémentation. Et ensuite, tout ce qui tourne autour de l'évaluation de l'implémentation. Donc une fois qu'on a cette typologie qui paraissait très claire, en fait, on a un énorme problème dans les sciences de l'implémentation aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune terminologie commune. C'est-à-dire que les acteurs qui parlent, enfin les auteurs, les scientifiques qui parlent, utilisent des fois des termes de manière un petit peu confuse. On ne sait pas trop, surtout quand on est un acteur de terrain, on ne sait pas trop faire la différence. Donc il y a vraiment un problème là-dessus. Je sais que le réseau SORISP, avec Linda Cambon, va travailler sur un lexique. Donc ça, je pense que ça sera très utile. Surtout que l'un des problèmes, c'est que ces termes sont souvent en anglais, et donc du coup, quand on cherche à les traduire en français, ça rajoute encore de la confusion. Donc il y a vraiment besoin d'un travail là-dessus. Et l'exemple vraiment le plus frappant sur ce problème de lexique, c'est le terme contexte, qui n'a vraiment aucune définition claire, et ça, c'est un problème. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que du coup, pour étudier ce contexte, étant donné que c'est pas très très clair, même dans la recherche, il faut adopter des approches qui sont à plusieurs niveaux, multi-layered, comme on dit, et donc du coup mobiliser des modèles écologiques et surtout avoir une vision systémique. Donc il y a plusieurs modèles qui permettent de le faire, notamment il y a le CEFIR que je conseille, mais en fait dans la réalité des faits, quand on est sur les phases de transférabilité et d'implémentation, en fait, ce n'est pas fait. Le contexte est rarement analysé et on passe à côté de tout ce qui va être dynamique, processus, sociologie des organisations. Enfin, et c'est vraiment dommage parce que ça nous empêche, en fait, c'est un énorme frein pour nous pour déployer les interventions. Ensuite, on va passer sur un volet un petit peu plus opérationnel, c'est-à-dire là, on a notre intervention, c'est bon, on est décidé, et il faut qu'on mette en place une stratégie pour la déployer. Et là encore, comme tout à l'heure je disais, il y a un problème, il y a de la confusion dans les littératures. En fait, on utilise le terme de stratégie d'implémentation pour distinguer des choses qui sont un peu différentes. Donc c'est pour ça que sur cette slide, je parle des stratégies micro, c'est-à-dire qu'on pourrait plutôt même parler d'actions d'implémentation, et ce sont des actions qu'on retrouve dans la taxonomie qui a été faite par Powell et qui a ensuite été raffinée par le projet ERIC. On se retrouve avec 73 stratégies d'implémentation qui sont réparties en 9 clusters, et en fait elles sont micro parce que en fait, comme je disais, c'est une action unique, c'est-à-dire par exemple former les professionnels ou alors associer les parties prenantes ou je sais pas, avoir un modèle financier efficace. Donc en fait, si on les prend comme ça séparément, on ne peut pas faire reposer toute une stratégie d'implémentation, de déploiement sur une seule de ces micro-stratégies. Donc on a besoin de les combiner. Et c'est là qu'on arrive à des stratégies d'implémentation à un niveau plutôt méso. En fait, c'est ce qu'on trouve dans la littérature scientifique de la science de l'implémentation, souvent sous le terme de framework. Et donc celui-ci, il est plutôt intéressant parce qu'il nous montre qu'encore une fois, à l'intersection des 3 cercles, entre plutôt des actions, des stratégies d'implémentation qui sont au niveau de mettre les choses dans la loi, d'agir au niveau politique. De l'autre côté, plutôt dans scale-out, vraiment être dans le fait de partir sur des territoires sur lesquels l'intervention n'est pas encore déployée, et en dessous, scale dit plutôt agir sur des leviers culturels, sur les valeurs, sur les croyances des acteurs. Si on agit sur ces 3 leviers-là en même temps, on a une stratégie d'implémentation qui est beaucoup plus efficace. Donc, ces stratégies que j'ai appelées méso, elles sont intéressantes parce qu'elles nous montrent que il faut combiner les stratégies micro pour avoir une stratégie d'implémentation, je veux dire, globale. Mais pour autant, ça ne nous donne pas une recette efficace. C'est pour ça qu'il existe des stratégies d'implémentation que j'ai appelées macro. À mon avis, c'est celles-ci qu'on devrait vraiment appeler des stratégies d'implémentation, parce que les chercheurs qui les ont mis au point, ils ont mis sur la table, ils ont tous les éléments, toutes les petites clés qui permettent
du début jusqu'à la fin, de prendre une intervention et de se poser les bonnes questions pour qu'elle soit déployée. Donc j'ai mis plusieurs exemples de framework, de guide. On a le Scaling Up Management Framework, qui est en 3 étapes, qui est plutôt court, mais qui est assez facilement utilisable. On en a un autre en 4 étapes, le Scalability Consideration, qui est très utile pour les décideurs, parce que lui, il a une première étape qui permet vraiment de se poser des questions sur est-ce que l'intervention, elle est déployable. Donc ça, c'est très utile pour les décideurs. On en a une en 7 étapes de l'Université de Pittsburgh, et le schéma qui est à côté la résume. Mais je voudrais parler en dernier des 9 steps de l'OMS et du réseau ExpandNet, parce que, à mon avis, c'est quand même le guide le plus complet. Bon, déjà, c'est celui qui a le plus de steps, donc évidemment, ça paraît logique, mais c'est surtout que dans ce guide, il y a énormément de ressources pratiques, des questions qui sont déjà listées et qui permettent finalement à des acteurs qui n'y connaissent rien à l'implementation science de se poser les bonnes questions. Donc, je conseille de regarder, quand on est dans une stratégie d'implémentation, de regarder ce guide parce qu'il est vraiment très utile. J'ai un petit bémol une fois qu'on a dit tout ça, c'est que comme on le voit là sur le schéma, tous ces guides avec des steps, ils considèrent que les stratégies de déploiement, c'est des stratégies linéaires. Donc on a une vision qui est linéaire du déploiement, et c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la réalité. Et donc du coup, il faut pas non plus prendre ces guides-là trop à la lettre, j'ai envie de dire. Il faut, à mon avis, surtout quand on est des acteurs de terrain, plutôt s'en inspirer pour se poser les bonnes questions, mais pas considérer qu'une intervention suit un cours comme ça, forcément. Enfin, c'est pas forcément la réalité sur le terrain. Donc, comme je disais aussi au début, on a vraiment un fossé entre théorie et pratique, parce que du coup, vous l'avez vu, il y a les chercheurs qui ont travaillé sur énormément de modèles, il y a une masse de guides, etc., qui existent, mais ça ne se traduit pas dans la réalité. Pourquoi ? Parce que du côté académique, d'une part, comme je le disais, il y a une masse de publications sur le sujet de l'implementation science qui fait que c'est quasiment impossible de suivre le fil de ce qui se passe, que également dans la recherche, il y a peu de prise en compte des publics cibles, dans les processus d'évaluation. Il y a aussi des petits problèmes sur les designs d'études, mais j'y reviendrai juste après. Du côté des structures porteuses et coordinatrices, on a clairement un manque d'outils clés en main pour déployer et évaluer, même s'il y a les guides que j'ai cités avant, finalement ils sont quand même largement théoriques, donc ça reste complexe. On a surtout en fait des problèmes de ressources humaines et aussi des coûts inattendus qui sont d'ailleurs souvent liés aux ressources humaines. Et enfin, un enjeu de portage politique, et même ce matin on a parlé de courage politique, je pense que c'est souvent c'est vraiment ça le problème souvent. Et du côté des publics cibles, on a des problèmes de littératie, des incompréhensions vis-à-vis de l'intervention, et donc du coup des interventions qui deviennent inadaptées aux besoins de certains publics spécifiques, et notamment qui vont arriver à un certain moment à creuser les inégalités sociales de santé, ce qui est quand même un effet très très grave d'une intervention. Des aspects, des problématiques qu'on retrouve à tous les étages chez tous les acteurs, c'est une mauvaise appréhension de la pertinence d'une intervention, de la résistance au changement, pas d'adaptation de l'intervention au contexte local et des gouvernances peu opérantes et non clairement définies. Je pense que c'est ce dernier point qui pose souvent le plus problème. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Du côté de la recherche, on peut adapter les designs d'études parce qu'en fait, comment bien mener un processus de déploiement ? Il faut y penser dès que l'intervention naît, c'est-à-dire dès le moment où la recherche interventionnelle est en train d'être montée. Donc pour ça, il y a des designs d'études qui peuvent être conseillés, des études quasi expérimentales. Il y a vraiment plein de modèles hybrides qui existent et qui permettent en fait de collecter les 3 niveaux de preuves et les 3 niveaux de données en même temps. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a une intervention, on fait son petit essai randomisé contrôlé, et une fois qu'on a ça, qu'on voit que l'intervention, elle agit bien, que la théorie de changement de comportement est suivie, que tout est parfait, et en fait, on ne sait absolument pas comment l'implémenter. Parce qu'on n'a pas de données contextuelles, on ne sait pas comment les acteurs ont fonctionné, donc on a besoin, finalement, derrière, de refaire une étude, ce qui est dommage, parce qu'en fait, on aurait pu combiner les méthodologies dès le début et ne pas perdre ce temps. D'autre part, il ne faut pas non plus faire de l'essai contrôlé randomisé l'alpha et l'oméga, parce que en fait, des fois, c'est complètement impraticable, c'est aussi peu éthique. Donc, encore une fois, il y a d'autres modèles d'évaluation qui existent et qui sont certainement beaucoup plus adaptés. Et enfin,
Pour ce qui est de la transférabilité aussi, il est possible, puisque souvent en fait c'est la recherche qui s'occupe des enjeux d'évaluation de la transférabilité, il y a des modèles qui existent. Je cite le modèle FIC qui n'est pas spécifiquement un modèle qui est là pour évaluer la transférabilité, mais qui peut très très bien faire l'affaire. Donc c'est le modèle fonction implémentation contexte, si vous cherchez. Ensuite, je conclue. Alors du coup, c'est plutôt ça pour les acteurs de terrain. Ce qui est important, à mon avis, c'est le monitoring. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte, avoir des outils qui permettent d'avoir en temps réel le suivi de l'intervention. Ensuite, des modélisations économiques des coûts de l'intervention. Ça, c'est très important pour les décideurs. Les enjeux de gouvernance, de flexibilité. Et enfin, mettre en lumière l'avantage relatif d'une intervention par rapport aux solutions existantes. Ça, je pense que c'est particulièrement important et c'est sous-estimé. On a vu ce matin la présentation sur la santé dans toutes les politiques et on a tous été éblouis. Et je pense que du coup, ce type de plaidoyer est particulièrement important. Piste de réflexion, jouer sur les connaissances, la formation, la montée en compétences de l'ensemble des acteurs, notamment sur les enjeux d'implementation science. Ne pas essayer de trop rationaliser le parcours d'une intervention parce que c'est finalement pas quelque chose. Il n'y a pas de modèle universel pour déployer une intervention. Donc il faut se méfier d'une approche qui serait trop linéaire du déploiement. Évaluer en continu, se remettre en question, considérer bien sûr davantage les inégalités sociales et territoriales de santé, puisque c'est vraiment souvent le grand oublié dans l'implementation science et de manière générale dans les stratégies de déploiement. Et pour finir, juste 2 secondes d'autopromotion. Norbert Ifra en a parlé ce matin, mais nous, pourquoi on a fait tous ces travaux, en fait, toute cette réflexion, c'est parce qu'on cherche à monter un fonds de déploiement des interventions probantes, 20 millions par année, et ça, en fait, tout cela sera remobilisé dans un appel à projet qui sera ouvert à l'ensemble des acteurs qui cherchent à déployer des interventions probantes en prévention des cancers. Donc voilà. Vous venez ? Cyril, tu viens ? Merci beaucoup. Bon, on a eu beaucoup d'informations, mais c'était très, très riche. Et merci à tous les intervenants. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Bernard. Merci beaucoup à vous 4. C'était des présentations très intéressantes. J'avais plutôt une question pour toi, Florence, par rapport à des campagnes comme le mois sans tabac. Si on essaie un peu d'extrapoler pour le Dry January ou le défi de janvier, on voit qu'il y a des résultats qui sont assez intéressants, qui nous viennent de l'Angleterre, par exemple, sur des conséquences 4, 5, 6 mois après ce mois-là sur la consommation d'alcool des individus. Est-ce qu'on sait, dans la mesure où, par exemple, en France, c'est une campagne qui n'a pas été soutenue par le gouvernement, est-ce que si une campagne comme celle-ci est lancée localement par des associations ou par des dispositifs comme pour le Grand Défi, par exemple, est-ce qu'on a des données sur l'efficacité de ces campagnes si elles n'ont pas le soutien de l'État ou du gouvernement derrière ? Alors, en fait, je comprends 2 questions. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, pour le Dry January, ça n'a pas été soutenu par l'État et ce sont des associations. Donc, forcément, il y a moins de moyens que pour le mois sans tabac. Après, je pense que ça peut être quand même tout à fait intéressant de regarder l'efficacité. Alors, c'est toujours très compliqué sur des campagnes comme ça un peu massives parce qu'effectivement, il faut arriver à trouver une population sur laquelle on peut évaluer. Mais je pense que ça peut quand même être très intéressant. Et il me semble qu'il y a des travaux qui ont été faits sur le mois sans tabac, mais qui vont aussi... Il y a une recherche qui est en cours là, sur l'évaluation un petit peu du Dry January avec des expériences comme ça dans des territoires très, très ciblés. Je pourrais te retrouver du coup les personnes qui font ça. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a eu beaucoup d'informations, donc c'était riche, c'était dense. Bonjour, Philippe Natarieni, enseignant à la fac de médecine et intervenant aussi sur le projet Opération Brocoli. Il faut savoir aussi que dans les cadres des actions opérationnelles auprès de la prévention du jeune public, il y a des effets d'empilement d'actions. Et que ce qu'on mesure généralement, c'est une action avec tout un dispositif, des indicateurs, mais qu'il y a tout un effet de communication des grands médias, des réseaux sociaux, de la communication auprès des parents. Et cet effet d'empilement, c'est peut-être aussi ça qu'il faut mesurer par rapport à nos actions. Tu veux répondre, Mathieu ?
sur l'effet d'empilement? Je peux. Effectivement, et ça rejoint un petit peu la réponse de Florence Cousson-Gély sur les difficultés d'évaluation, typiquement par exemple du mois sans tabac. La réponse que je vous ferai, on en a conscience, c'est l'une des raisons d'exister de notre groupe contrôle. C'est que on part du postulat. Alors, un groupe contrôle pour ce genre de recherche interventionnelle, l'idée n'était bien évidemment pas de sevrer les enfants du groupe contrôle en termes de promotion de l'activité physique, c'est juste qu'il n'y ait pas de stimulation particulière à l'échelle de l'école, en tout cas particulière qui change des autres années scolaires en termes de promotion de l'activité physique. Et du coup, c'est ce qui donne du sens à la comparaison entre un groupe qui a bénéficié du grand défi Vie Bouger et un groupe qui n'a pas bénéficié du grand défi, mais qui a pu, effectivement, au niveau des campagnes, etc., malgré tout, être stimulé en termes d'activité physique. Alexandre, je pense, peut compléter, parce que c'est effectivement tout à fait la question de l'implementation science, c'est-à-dire, effectivement, quand on passe dans la vraie vie, on ne peut pas tout isoler, chaque élément. C'est ça, ouais. Il y a vraiment un défi méthodologique. Après, je n'ajouterai pas grand-chose par rapport à ce que vous venez de dire sur les groupes contrôle. Je pense qu'il y a des effets d'empilement, mais il y a aussi des effets d'opposition. C'est-à-dire qu'on peut mener des campagnes grand public ou ciblées sur ayez une alimentation équilibrée, mais si on est exposé dans sa journée ou dans sa vie à 20 000 pubs pour de la malbouffe, là, il y a des effets contradictoires. Et pareil, ce serait très intéressant de le mesurer, mais je n'ai absolument pas les méthodologies là qui permettent de le faire. Je me permets juste un élément aussi, on parle d'effets moyens, je pense aussi qu'il faut avoir en tête que ces effets moyens, il faut les sortir de la tête. Il faut qu'on regarde les effets par groupe de population ou par territoire. Manger, bouger, on sait ce que ça crée. Arrêter de fumer, on sait ce que ça crée. Ça crée des inégalités parce que les gens qui vont s'en saisir sont ceux qui ont les moyens de le faire le plus facilement. Si on s'arrête là, on sait qu'on fait, en tout cas au regard du gradient social de santé, plus de mal que de bien. Donc le tabac est là pour nous montrer le graphique de Florence. Sur 20 ans, c'est ça qu'on a fait. On a baissé la consommation chez les plus favorisés. C'est violent ce que je dis, mais c'est ça qu'on a fait. C'est pour ça qu'il faut avoir des actions conjuguées sur les différents... Exactement. Avec des leviers et des actions différentes. Et ne pas regarder que la moyenne. On dit la moyenne, ça a baissé, mais peut-être pas chez tout le monde. Alors, il y avait Marc et puis après Linda. Dans les messages de prévention, notamment chez les jeunes, quelle est la place que vous donnez ou que vous comptez donner dans l'avenir aux réseaux sociaux? Comment vous les utilisez ou il faudrait les utiliser? On sait qu'il y a par contre des messages un peu négatifs, on l'a vu sur les vaccins, etc. Donc comment maintenant lutter contre ça et donner les messages positifs qui passent par les réseaux sociaux? Parce qu'on voit bien que l'information des jeunes actuellement, c'est essentiellement les réseaux sociaux. Oui, alors tu veux que je réponde? Je peux répondre sinon. La question des réseaux sociaux, c'est sûr, notamment quand on touche les jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement important, et notamment la partie des influenceurs. Et là, on sait que l'industrie du tabac et l'industrie de l'alcool encore plus va se servir des influenceurs effectivement et va montrer, puisque avec la loi E20, ils peuvent au niveau du tabac, ils peuvent pas vraiment le montrer, mais voilà, c'est détourné, c'est largement. Donc, il faut presque utiliser les mêmes techniques, c'est-à-dire trouver des influenceurs qui vont effectivement faire plutôt la promotion d'un style de vie plus sain. Alors, avec le mois sans tabac, il y avait eu des tentatives qui avaient été faites avec les influenceurs. Ça n'avait pas très bien fonctionné, mais c'était quand même l'idée d'utiliser effectivement les influenceurs et les réseaux sociaux. Mais ça reste compliqué, en fait, oui, mais... parce qu'il faut des moyens énormes. Ils les payent, en fait, donc... Parce que, par exemple, dans les P2P par les pairs et tout, je pense qu'il faut vraiment aller là-dedans. Et il faut trouver les moyens, sinon les messages chez les jeunes seront contredits par ces messages négatifs. Oui, alors sur P2P, il y a certains jeunes qui se sont servis des réseaux sociaux, parce qu'ils peuvent en fait faire plein de choses, et voilà, ils vont utiliser des choses qui sont des petites vidéos type TikTok, etc., qui marchent très bien chez les jeunes, et ça peut être l'action de prévention qu'ils vont faire. Donc ils vont, eux, s'en saisir en fait des réseaux sociaux. Et peut-être le systématiser et être beaucoup plus agressif là-dessus, me semble-t-il. Oui, ça, il faut voir. Sur beaucoup de projets d'évaluation qu'on voit passer quand même, maintenant, il y a effectivement cette prise en compte quand on travaille sur un public jeune. Et de toute façon, aujourd'hui, des projets de recherche non participatifs, c'est-à-dire sur lesquels
l'intervention elle-même ne va pas être créée avec le public concerné, c'est de plus en plus rare et honnêtement de moins en moins conseillé. Donc de plus en plus on travaille avec les publics concernés et je pense que ça va accélérer les interventions avec les réseaux sociaux parce qu'on travaille avec le public qui les utilise. Et à mon niveau, je voulais juste préciser au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux, notamment dans le cadre de P2P et Soft Peers, donc nos interventions par les pairs mises en place dans les lycées. C'est dans un premier temps quelque chose qu'on a clairement mis de côté, jusqu'à la pandémie, où les établissements scolaires étant fermés, notamment en 2020, au moment en fait, du calendrier de P2P, où les actions par les pairs devaient être mises en place, où effectivement, là, dans un premier temps, un peu par la force des choses, on s'est servi des réseaux sociaux pour diffuser une partie des actions de prévention, notamment en 2020. Depuis, ça dépend des groupes de pairs éducateurs, en fait, s'ils s'en saisissent ou pas. Je voulais juste mentionner, et sans renvoyer la faute à l'éducation nationale, il y a une forme de prudence aussi au niveau de l'éducation nationale pour qu'on utilise ces réseaux sociaux. Et juste par rapport à l'intervention que j'ai présentée, donc le grand défi Vivez Bouger, sur des enfants plus jeunes, où la question s'est posée aussi en interne au niveau des copilotes et des membres de l'équipe du grand défi. Là, pour le moment, la stratégie, c'est plus promotion au niveau des réseaux sociaux, en tout cas d'Internet, pour les membres de la famille, pour les parents, qui ensuite, au niveau, on s'en sert ensuite pour faire la promotion de l'activité physique en famille. Et là, l'idée, c'est de ne pas trop stimuler les enfants qui sont encore à l'école primaire au niveau des réseaux sociaux, en tout cas pour le grand défi. Alors, il y a une question, Omar. Bonjour, donc je suis Omar Migrabi-Moulet, ingénieur de recherche donc, au laboratoire Epsilon et membre de l'équipe EPIDOR à l'ICM. J'ai une question concernant en fait, les ISS, donc les inégalités sociales de santé. Et concernant au fait un petit peu, donc ça sera peut-être Cyril Derpler, mais les autres collègues aussi pourront répondre. On sait très bien que par exemple, si on prend les actions comme P2P ou Soft Peers ou l'action Vivez Bouger, qui sont à destination des jeunes et des adolescents, dans les projets, on vise aussi à informer les enseignants, les équipes pédagogiques, etc., les animateurs et les pairs, pour amener à une action de prévention et de promotion de la santé. Mais on sait très bien que l'éducation ne se fait pas qu'à l'école, elle se fait aussi à la maison, par des parents qui eux-mêmes, si on retourne à la théorie au niveau de la TCP, se fient à la norme subjective. Et j'ai fait une étude durant mes années de thèse sur les attitudes et contre-attitudes du personnel soignant sur les actions de prévention, donc là concernant l'attitude de la consommation d'alcool, et on s'est rendu compte qu'il y avait des contre-attitudes liées à des croyances profanes ou des représentations sociales des médecins, des psychologues, des aides-soignants, des infirmières sur, bon là c'était le cas de l'alcool, mais je voulais savoir si effectivement vous avez pensé à un moment donné à aussi dans ces programmes-là à incorporer au fait les acteurs de santé de terrain, c'est-à-dire les médecins de famille, etc., pour aussi les informer, pour qu'il y ait au fait clairement un message unique lié à la promotion du sport, à la prévention de l'alcool et du tabac. C'est une question qui est complexe et par exemple dans le réseau dans lequel on est toutes les équipes ici à Bordeaux, à Montpellier ou à Toulouse impliquées, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est pour essayer de prendre en compte cette complexité. Le type d'intervention dont vous avez parlé, si c'est uniquement qu'à l'école et qu'on ne pense pas aux parents et à ce qui se passe à domicile, c'est ce que disait Alexandre, ça ne marchera pas. Ça marchera dans des conditions contrôlées, mais quand on va vouloir le faire dans la vraie vie, ça ne marchera pas parce qu'on aura d'autres facteurs qui vont venir jouer. Donc on essaye de les prendre en compte. Après, il faut être réaliste, c'est extrêmement compliqué. Et typiquement à l'école, alors je ne vais pas faire offense à Mathieu, mais quand on travaille avec l'école, c'est déjà difficile. Et quand on travaille avec l'école, c'est extrêmement difficile de toucher les parents. Extrêmement difficile. Je vous donne un exemple. Vous faites une intervention avec les parents, qui va venir? Quel parent va participer? Tout dépend de là où vivent les parents. Exactement. Donc on va Je suis originaire de Toulouse comme vous, et si on vise par exemple les parents des familles du Mirail, ce ne sera pas pareil que les parents qui vivent par exemple au nord de Toulouse. Donc c'est exactement ce qu'on fait sur les interventions où on se combine ensemble, c'est-à-dire que dès le début, on va réfléchir à quel type d'école on va vouloir. On va les géocoder, regarder le niveau de défavorisation qui vient dans ces écoles, réfléchir à la carte scolaire, parce qu'il y a quand même des gens qui ne mettent pas les enfants là où ils devraient les mettre, et c'est souvent pas les gens défavorisés, c'est plutôt l'inverse. Et donc on va essayer de travailler là-dessus et après de sélectionner ces écoles.
Mais c'est dès le début qu'il faut réfléchir à ça. Autrement, si on ne réfléchit pas à ça, on va avoir des participants qui vont plutôt être des participants plus favorisés et on aura tous les risques d'aggraver les inégalités. Ok, merci. Si je peux compléter ce que dit Cyril par rapport aux grands défis Vivez Bouger, et Omar, comme tu nous rejoins dans l'équipe, on a les données, tu vas pouvoir les analyser si tu as envie. On a évalué les attitudes des parents, c'est-à-dire que quand on a évalué les enfants, quand ils faisaient le grand défi, on a aussi des données qu'on n'a pas encore complètement exploitées sur qu'est-ce que pensent les parents. Est-ce que les parents vont effectivement encourager leurs enfants à faire de l'activité physique? Quelle est leur propre aussi attitude vis-à-vis de l'activité physique? Et donc on a effectivement ce jeu de données, et on te les met à disposition, Omar, pour que tu puisses venir les analyser avec nous. Tu voulais compléter, Mathieu? Non, pas spécialement. Juste dire qu'effectivement, je rejoins Cyril sur tout ce qu'il a dit, et notamment sur la complexité. Epidor est avant tout une structure de prévention. Donc les enjeux dont on parle, c'est quelque chose en interne au niveau de l'équipe quand on construit une intervention dont on a conscience. Après, oui, effectivement, alors déjà, le grand défi Vivez Bouger, je dirais, dans la façon dont il a été réfléchi, il y a une prise en compte dès le départ de l'importance de considérer les parents, quel message on va faire passer, le cube énergie, qui est un moyen assez simple pour stimuler toute la famille en termes d'activité physique, etc. Pour autant, Florence Cousson-Gély présentait tout à l'heure nos interventions par les pairs, et donc notamment elle n'en a pas spécialement parlé, mais une intervention donc de prévention des alcoolisations ponctuelles importantes. Tout ne se fait pas du jour au lendemain, et je vous le dis, la première année, on n'a même pas pu mettre en place cette intervention parce que finalement, le lycée qui était d'accord s'est rétracté, notamment sous la pression de certains lycéens et de leurs parents. Donc on vit aussi dans ce contexte-là. Et effectivement, d'études en études, d'année en année, on essaye aussi, nous, de s'améliorer, de peaufiner, de voir effectivement les éventuelles inégalités qu'on créerait ou en tout cas qu'on aurait tendance à maintenir, etc. Et effectivement, c'est des facteurs qu'on tente de prendre en compte du mieux qu'on peut. Merci. Alors, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup à tous les intervenants de cette session de l'après-midi. Et je vais donner la parole au professeur Ichou qui va clôturer cette belle journée. Merci Florence. Oui, le professeur Ifra devait clôturer, mais il a dû prendre le train avant. Donc, je vais simplement remercier tous les participants qui étaient là et dans la salle. Remercier le groupe La Dépêche, avec le Midi Libre notamment, la région qui nous accueille ici. Et je crois que on a vu que c'était quand même une assez bonne idée d'avoir couplé cette journée sur la prévention des cancers, prévention en santé générale, avec le monde nouveau et tout le bouleversement les changements de paradigme qu'il nous faut voir dans les années à venir pour lutter contre, bien sûr, le réchauffement climatique, les inégalités sociales. Et on voit que tout se tient, en fait. Et que c'est très compliqué parce qu'on est tous dans notre action, notre thématique, notre discipline. Et je crois que, bien sûr, l'avenir de plus en plus... Alors, on le sait déjà en cancérologie, beaucoup dans les traitements. On a inventé les réunions de concertation pluridisciplinaires. On a inventé l'interdisciplinarité. Et je crois que dans ce domaine de prévention, cette interdisciplinarité, elle est majeure, mais on voit qu'elle touche vraiment l'ensemble de la société. Ce sont des vrais problèmes de société, comme les problèmes écologiques et de réchauffement climatique. Donc je crois que tout ça est lié. On ne peut pas changer le monde comme ça, hein, on fait pas, mais je pense que quand même, on voit qu'il y a quand même des mobilisations de plus en plus importantes. Sur le plan national quand même, on a vu l'action de l'INCa. Il faut vraiment penser qu'en cancérologie, l'INCa est vraiment quelque chose d'important, hein, parce que il y a peu d'agences comme ça, comme on l'a dit, qui ont une action aussi complète et aussi variée sur l'ensemble des domaines de la cancérologie et notamment de la prévention avec cette stratégie décennale. Bien sûr, il faut convaincre les politiques, ça c'est clair. Il faut les convaincre par tous les moyens, je dirais. Et donc, il faut vraiment faire de la pédagogie, être persuadé. Et puis aussi, je crois que ça vient d'en haut et d'en bas. On l'a dit, et aussi travailler sur le terrain, sur les familles, sur les enfants.
je crois vraiment que les réseaux sociaux, il va falloir s'y intéresser, parce que ça ne peut pas être à chaque fois que du négatif, quoi. Et on ne peut pas se laisser aller, je veux dire, avoir les anti-vax, etc., sur les réseaux sociaux, et la promotion de l'alcool de façon indirecte, etc. Donc il faut vraiment qu'on utilise les mêmes outils. C'est sûr qu'il y a les moyens qu'il faut avec, mais je pense quand même que les moyens sont de plus en plus importants. On a quand même maintenant, alors c'est symbolique, mais un ministre de la Santé qui est ministre de la Santé et de la Prévention. Donc je crois qu'il faut appuyer sur ce bouton-là et insister sur le fait que c'est la santé et la prévention. Donc il faut vraiment... Et puis, comme on l'a dit, comme ça a été très bien dit, notamment par Linda, avoir toute une vision structurelle, mais c'est du long terme. Donc il y a du court terme où il faut continuer à aller, du moyen terme et puis du très long terme. Mais on espère qu'on se retrouvera dans quelques années pour faire le bilan de tout ça. Passez une bonne soirée et puis si vous le pouvez, assister demain au reste des journées Monde Nouveau qui vont être là plus sur les nouvelles mobilités, les nouvelles façons de concevoir les problèmes de l'eau, les problèmes du climat, etc., qui sont tout aussi importants et qui touchent aussi à la santé, bien entendu. Merci encore à toutes et à tous et bonne soirée.